Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais me faire un petit joint là. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je cherche quelque chose qui fasse planer, mais pas trop. Bah écoutez, ça tombe bien, on a la Veuve Blanche, c'est 100% français. Ouais. En plus, on a une réduction de moins 30% aujourd'hui. Et c'est un décollage assuré. C'est pas trop fort, ça? Non, non, et en plus, elle marche super bien. Très bien. Merci beaucoup. Je vais à la caisse. Évidemment, nous ne sommes pas en France, nous sommes aux États-Unis, dans le Colorado, qui est l'un des États américains qui a légalisé l'usage, la consommation de cannabis. On peut donc faire son marché, choisir son produit, ses effets hallucinogènes, ce qui n'est pas le cas en France, où le cannabis est interdit. C'est même le pays en Europe qui a les lois les plus répressives en matière de trafic, mais aussi de consommation. Ce qui n'empêche pas le développement du marché noir et donc de la délinquance, des zones de non-droit, du deal de rue. C'est aussi un problème de santé publique, car les consommateurs sont de plus en plus jeunes dans notre pays. Alors, a-t-on perdu la guerre contre le cannabis? Faut-il légaliser, comme le proposent certains candidats à la présidentielle? C'est la question taboue que nous posons ce soir. La légalisation du cannabis est un sujet qui divise notre société depuis 30 ans. Selon un sondage d'octobre 2016, les pour et les contre sont désormais au coude à coude. La moitié des Français seraient en faveur de son autorisation, sauf pour les mineurs et au volant. Mais qu'en pensent les professionnels directement concernés? Les policiers qui luttent contre les trafics sont plutôt contre la légalisation. Comme Pierre-Marie Bourniquel, ex-directeur de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Je reste contre la libération du cannabis et des drogues. La légalisation? La légalisation. Totalement contre. Et je ne pense pas qu'en libéralisant, on va arrêter le deal de rue. Chez les médecins qui constatent au quotidien les dégâts du cannabis sur les consommateurs, la légalisation est loin de faire l'unanimité. J'ai du mal à respirer, j'ai l'air absent, un peu ailleurs. L'Académie de médecine y est farouchement opposée. Pourtant, certains praticiens de renom, comme l'addictologue Laurent Carilla, se prononcent pour. L'argent généré par cette légalisation contrôlée permettrait d'injecter énormément de choses dans la prévention, qui est peu efficace, et dans les traitements et dans la recherche. Et si on légalisait le cannabis? Pour avoir des réponses à cette question polémique, j'ai parcouru la France, l'Europe. J'ai rencontré des cultivateurs, des policiers. Là, en fait, en face, vous avez encore un autre point de deal. Mais aussi des scientifiques. J'ai voulu savoir quels sont les effets de la substance sur notre santé. Et j'ai même servi de cobaye. Je me suis également rendu aux États-Unis, un pays précurseur en matière de légalisation du cannabis. Mon enquête commence à 80 km de Paris, à Compiègne. Une ville de province où il fait bon vivre pour les 40 000 habitants, enfin a priori. Car à quelques rues du Palais Impérial et du centre historique, il y a aussi le quartier Le Clos des Roses. Un ensemble de HLM rénové il y a 2 ans à peine, mais que les locataires veulent pourtant fuir. Le trafic de cannabis leur pourrit la vie et ils ont peur. Au bureau de l'office HLM de l'Oise, c'est un défilé d'habitants excédés. Tous réclament à être relogés, loin des dealers. Vous avez déjà eu des menaces si vous leur parlez, si vous les râlez, si vous dites quelque chose? Mais même pas en rêve. Mais je vais me faire couper les jambes devant tout le monde dans le quartier, je vais me faire lyncher. On appelle ça juste un lynchage, c'est tout. Si les trafiquants sont prêts à tout pour rester, c'est que leur business rapporte très gros. Ça brasse énormément d'argent. J'ai bien vu pas loin des 15-20 000 euros à même le sol. Hein. C'est hallucinant. Le président de l'office HLM de l'Oise, Arnaud Dumontier, est en colère. Se sentant abandonné des pouvoirs publics, il veut évacuer les habitants des immeubles occupés par les trafiquants et murer les cages d'escalier. Dans cette histoire, vous allez voir que les autorités sont depuis des années incapables de mettre un terme au trafic de drogue pour redonner aux habitants un quartier sûr. Avec mon équipe, nous avons décidé d'enquêter sur cette affaire emblématique de la situation en France. Ce matin, j'ai rendez-vous sur un parking de la banlieue de Compiègne avec une dizaine de vigiles mobilisés par l'office HLM de l'Oise. Nous sommes à quelques centaines de mètres des immeubles où sévissent les dealers.
Gazeuse, bouclier, chien de défense, ils préparent une mission commando. Gaston, Daniel, devant les entrées. Et moi, je vais rentrer pour fouiller les halls avec Keita et Samba. Ces spécialistes de la sécurité sont là pour escorter et protéger le patron de l'office HLM. Il a monté une opération pour alerter l'opinion. Bonjour, Arnaud Dumontier, président de l'OPAC de l'Oise. Le président veut nous emmener dans les 3 cages d'escalier concernés par le trafic. J'ai été moi-même agressé. Il a fallu qu'on prenne tout simplement la fuite. Et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique puisque nous avons eu 3, 4 ou 5 jeunes qui sont partis à l'assaut de notre véhicule. Les locataires vivent dans la peur et quand les vigiles interviennent, ils sont attaqués. La dernière fois, c'était à coups de pierre et avec des armes à feu. Moi, personnellement, j'ai entendu un fusil à pompe se mettre en charge. Hein. Donc là, à ce moment-là, j'ai pris mes jambes à mon cou avec mon chien et je suis parti. Parce que je me suis dit, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Pour réduire les risques d'affrontement, la visite a lieu à l'aube, avant le réveil des dealers qui ont travaillé une bonne partie de la nuit. Les consignes, c'est quoi alors? Alors, si jamais on voit des regroupements ou des choses qui peuvent être très dangereuses, si je dis on part, on cherche, non, on part. D'accord. La cité HLM, le Clos des Roses, se trouve à quelques minutes de ce parking. Bon, surtout, vous regardez au-dessus des immeubles avant de rentrer. Parce que ça peut tomber. Ce que redoute le patron de l'office HLM, ce sont des projectiles lancés des toits. Donc là, c'est ces immeubles-là. Ce sont ces immeubles-là. Hein. Exactement. Les vigiles sont sur leur garde. Quelques jours plus tôt, pour constater le trafic de drogue, avec l'aide de l'office HLM, nous avons installé en toute discrétion une équipe de journalistes dans un appartement vide. Une planque située juste en face du point de deal. Ça tourne. 10 h du matin, le chouf, le guetteur chargé de prévenir les dealers de l'arrivée de la police, prend ses quartiers. Il ne les quittera pas de la journée. 10 h 30, les premiers clients arrivent. La plupart des transactions ont lieu dans la cage d'escalier et ne durent que quelques secondes. Elles s'enchaînent à raison d'environ une toutes les 10 minutes. Le va-et-vient des clients va durer des heures. La plupart sont âgés de 20 à 45 ans. D'après nos informations, ce point de deal rapporterait entre 200 000 et 300 000 euros par mois. Les clients viennent de toute la région et même de Paris. Si certains acheteurs se cachent le visage pour éviter d'être identifiés, cet autre consommateur peu discret est sommé de mieux planquer sa marchandise avant de sortir dans la rue. Quant à celui-ci sur le parking, il dissimule sa drogue sous ses aisselles. Une seule transaction se déroulera sous nos yeux avec cette jeune femme aux chaussures jaunes qui va à la rencontre de ce client en veste brune. Elle entre dans le hall, récupère la commande, puis ressort livrer son client. Cette femme est très certainement la rabatteuse du dealer, qui lui est caché dans l'immeuble. Impossible de filmer à l'intérieur de la cage d'escalier. Mais des images fournies par l'office HLM, tournées il y a quelques mois à peine, confirment, elles aussi, le trafic de cannabis sous le nez des habitants. Pas question de quitter les lieux en plein jour au risque d'être repéré. Notre planque va durer près de 26 heures. Le temps de regarder un peu de sport
de rêver des vacances au soleil ou de faire une petite partie de Scrabble, plutôt inspiré. Nous partirons le lendemain, au petit matin. Retour le jour de la visite sous bonne escorte avec le président de l'office HLM. La porte ouverte, béante. Exactement, la porte qui tient avec une baffe. Regardez, le système absolument broyé. Le digicode a été vandalisé pour faciliter le va-et-vient des trafiquants et de leurs clients. Au fur et à mesure de notre progression, nous constatons des dégâts partout. Il n'y a plus d'électricité là-dedans? Non. Regardez. Là, il n'y a plus d'électricité. Regardez, ils ont sorti les gaines. Regardez. Et pourtant, tout a été refait il y a 2 ans. Et pourquoi font-ils ça? Je pense que l'obscurité les met à l'abri pour leur trafic. Les dealers détruisent aussi régulièrement toutes les caméras de vidéosurveillance installées par l'office HLM. Bombes de peinture, marteau, pieds de biche, tous les moyens sont bons. Ces dégradations qui facilitent le trafic mettent aussi en danger les locataires. Mais les gens se plaignent de coupures d'électricité, de coupures de gaz. Les gens ne vivent plus en sécurité. Il y a un risque pour la vie des locataires de ces bâtiments. Et moi, je ne veux pas avoir la mort d'un homme, d'une femme ou d'un enfant sur la conscience. Un rapport datant de janvier 2017, commandé au bureau Veritas, confirme les inquiétudes d'Arnaud Dumontier. Risque d'électrocution au contact de ces câbles. Risque d'incendie suite au branchement sauvage sur des installations existantes. Là, ça a été aussi dégradé. Là. Alors, pour protéger les habitants, le directeur de l'office HLM vient de prendre une décision radicale. Vous voulez condamner ces cages d'escalier-là? Exactement. Vous voulez les murer? On va les murer. Mais ce n'est pas une expression, nous allons matériellement les murer parce que nous avons un risque d'incendie, d'explosion. Le président de l'office HLM envisage maintenant de fermer cet endroit et de reloger les familles qui y habitent. Un soulagement pour cet habitant que nous croisons. Vous habitez ici? Oui. Comment ça se passe? Ici, c'est pareil. Toujours pareil, c'est-à-dire? Vous êtes d'accord pour partir? Oui, j'ai eu rendez-vous hier avec le service, avec mes services? Oui. Voilà. Puis après, j'attends la réponse pour savoir où ils vont me mettre. Ben, on vous mettra là où vous voulez. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Les locataires sont excédés. Le trafic va reprendre dans 1 heure ou 2. Au mur, le menu est affiché. 1,5 g de cannabis vaut 10 €. Au sol, des dizaines de sachets pour conditionner l'herbe. Et un tabouret pour le confort du dealer. À l'étage, le poste d'observation anti-police est déjà prêt. Ici, vous avez un carreau qui a été cassé et qui permet aux guetteurs, ce qu'on appelle un chauffeur, de veiller à ce qu'aucun élément étranger ne rentre dans ce quartier et informer au cas où ces petits camarades qui s'apprêtent à effectuer des transactions. Voilà, vous avez une véritable organisation sur ce quartier. Et qui tient par l'économie de la drogue et du cannabis. Qui tient par l'économie de la drogue et le cannabis, mais pas que le cannabis. Avant de quitter les lieux, le président de l'office HLM tient à me montrer la cave. C'est le squat des dealers. Là encore, ils ont tout saccagé. Et tout ça, ça a été refait quand? C'est assez neuf. Ça a été achevé en 2015, tout ça. Tout ça ici a été refait en 2015. Tout était neuf. Tout était neuf. Un peu plus d'1 million d'euros ont été dépensés pour rénover ces 3 cages d'escalier, aujourd'hui complètement dégradées. Il faut savoir qu'une bonne partie de cet argent vient du contribuable. Pour limiter les nouvelles dégradations, en attendant de tout murer, dès qu'un locataire s'en va, son logement est systématiquement fermé par une porte blindée. L'office HLM a informé à plusieurs reprises les autorités de cette situation dramatique. Fin 2013, il adresse ainsi un premier courrier au préfet de l'Oise de l'époque. Nous sollicitons donc les services de l'État afin d'intervenir en urgence, afin de rétablir l'ordre républicain dans ces lieux. En décembre dernier, il envoie une nouvelle lettre à son remplaçant Didier Martin.
Les moyens engagés sont insuffisants au regard de la gravité de la situation. Il informe aussi le ministère de l'Intérieur en juin 2016. Cet état de fait, où l'état de droit n'existe plus, où la terreur est incessante, exige une réaction massive. Mais selon lui, aucune mesure concrète n'a été prise et Arnaud Dumontier accuse les représentants de l'État de fermer les yeux, ici et ailleurs en France. Qui peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers de la République française où l'état de droit a reculé, où l'état de droit n'existe plus? Petit résumé. Dans cette histoire, il y a 25 familles en danger, prises au piège de méchants trafiquants. Un patron d'office HLM qui veut les reloger, puis fermer les 3 cages d'escalier rénovées avec l'argent du contribuable. Mais contre lui, il y a Philippe Marigny, le maire de Compiègne, et Didier Martin, le préfet de l'Oise. Pour le maire, Muret va simplement déplacer le problème. Si c'est pas là, ça sera ailleurs. Ce sont des phénomènes de délinquance qui deviennent durs, donc c'est pas avec les moyens, ni commissariat, ni police municipale, d'une ville moyenne de province que ça se traite. Il faut beaucoup plus de moyens. Et des moyens beaucoup plus professionnels. Écoutez, le manque de moyens, on nous sort à toutes les sauces. Ça fait 40 ans qu'on nous sort le manque de moyens. Non, il y a un manque de volonté politique qui est absolument évident. Pour le préfet, le représentant de l'État, tout le monde se trompe dans cette affaire. Il a employé les grands moyens, mais ils sont très discrets. Il y a des moyens importants qui sont mis, qui ne sont pas forcément visible. La police judiciaire, quand elle travaille dans le quartier, elle le fait en civil, elle le fait avec des moyens techniques que le commun des mortels ne peut pas forcément identifier. Beaucoup de moyens, mais invisibles. Nous n'en saurons pas plus. Bref, dans cette affaire, tout le monde botte en touche. En attendant, le président de l'office HLM, lui, est bien décidé à suivre son programme. Il a enclenché les procédures de relogement. Et ce matin, au quartier Le Clos des Roses, quelques-uns des 25 locataires sont sur le départ. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Les déménageurs sont là. Ok. Après des années de galère, c'est la fin du cauchemar pour Stéphanie. Hop, donc ici. Donc là, la chambre. Donc votre chambre est complète, ouais. Voilà. C'est bien chez vous, c'est nickel. Le déménagement est entièrement pris en charge par l'office HLM. Stéphanie croisait tous les jours les trafiquants. Les dealers étaient postés juste en face de ma porte. Donc les nuisances, c'était des tapes dans la porte, ça sonnait, ça criait, ça courait aussi. Ça tapait pour défoncer les portes des appartements aussi. Voilà, toutes ces nuisances-là. Ou alors les bagarres aussi avec les clients. Les incidents étaient fréquents. Stéphanie se sentait de plus en plus isolée. Il y a une partie de ma famille qui ne voulait pas venir chez moi. Une partie de mes amis aussi qui ne voulaient pas aussi venir ici. Parce qu'ils avaient peur. Les dealers les interpellaient en disant « Tu fais quoi ici ?» Comme s'ils n'avaient pas le droit d'être là. Les déménageurs ont dû s'adapter pour éviter les problèmes avec les dealers. Ça craint, quoi. On est obligé de travailler vite et pour partir pour 11 heures parce qu'après, c'est impossible de travailler. Hein. Depuis le début des opérations exfiltration des habitants, plusieurs équipes de déménageurs ont été agressées. Pour Stéphanie, c'est une nouvelle vie qui commence dans un petit 3 pièces, loin du Clos des Roses et de ses dealers. Depuis la fin de notre tournage, nouveau rebondissement. Le maire de Compiègne a publié un arrêté municipal. Il ordonne au président de l'office HLM de rénover une nouvelle fois les cages d'escalier dans un délai de 3 mois. Arnaud Dumontier a donc stoppé net son projet de tout murer. Qui sont ces trafiquants qui gagnent beaucoup d'argent et empoisonnent la vie des habitants? Et si on légalisait demain, que feraient-ils? Dans un box, au cœur d'une cité, nous rencontrons un dealer. Kamel a 23 ans. Il vend de la drogue depuis son entrée au lycée. Après avoir été petite main au service d'un réseau, il s'est mis à son compte. Ce soir, il découpe le shit qu'il confiera demain aux jeunes qui vendent pour lui. Il prétend que son business lui rapporte 10 000 € par mois.
Et ça s'appelle comment, ça? Ça, on appelle ça de la frappe. C'est du shit concentré en pollen de cannabis. C'est le meilleur sur le marché, de la résine. Et ça vient d'où, ça? Ça vient principalement du Maroc. Et vous avez combien de jeunes qui travaillent pour vous? Là, en ce moment, il y a 5 jeunes. Ils vendent combien par jour, vos petits? Ils vendent 50 pochetars, c'est 500 €. Et comment vous les recrutez? C'est surtout des petits qui veulent que je connais. C'est important de les connaître. Parce qu'il faut quand même une confiance. C'est des petits qui ont commencé comme moi, qui avaient besoin d'argent. À la sortie de l'école, ne trouvant pas de travail stable, Kamel décide de franchir le pas, de passer de petites mains à chef d'un point de deal. Là, j'ai un BEP en électricité. Mais il n'y a pas de boulot ou... Ah, c'est compliqué. J'ai fait des missions d'intérim, mais c'est très mal. Enfin, ça me permet pas de vivre aussi confortablement que ces trafics. Kamel nous apprend que dans ces quartiers dits sensibles, l'argent du trafic de cannabis sert à améliorer le quotidien. Les petits que vous faites bosser, est-ce qu'ils crament tout ou est-ce qu'ils en donnent un petit peu aussi à leur famille, à leurs frères? Ouais, ça peut leur arriver d'aider leur famille, mais ils en profitent parce qu'ils se payent tout ce que leurs parents ne seront pas en mesure de payer, comme des vêtements de marque ou quand ils veulent sortir ou faire ce qu'ils veulent. En cas de légalisation du cannabis en France, Kamel se dit prêt à ouvrir un commerce officiel. Ça peut être intéressant parce que si j'ai l'opportunité de pouvoir me payer une licence, enfin qui me donne le droit de vendre du cannabis légalement, bien sûr, je le ferai. Et si c'est pas le cas, vous continuerez à trafiquer? Bah, tant qu'il y a des clients, bien sûr. Chaque année, les trafiquants comme Kamel écoulent sur le territoire français 285 tonnes de cannabis. Alors légaliser cette drogue en autorisant son commerce de manière officielle, ne serait-ce pas la solution pour en finir avec tous ces dealers qui pourrissent la vie de millions de Français? Ferme-t-on les yeux de manière hypocrite pour laisser aux 1 400 000 fumeurs réguliers des lieux d'approvisionnement? Difficile de croire qu'il est impossible d'endiguer le trafic, car les milliers de spots de deal sont connus des autorités. C'est ce que veut nous montrer Paul, un policier de la BAC que je vais rencontrer à la Courneuve dans le 93. Il est exaspéré. Étant tous les jours au contact des dealers, il a préféré garder l'anonymat. Vous êtes rentré dans la police à quel âge? 25 ans. Et aujourd'hui, vous en avez? 35. 35. Voilà la cité des 4000. Le quartier où m'emmène Paul est à seulement 3 stations de RER du centre de Paris. Et les trafiquants ont tout prévu pour faciliter la venue des clients. La gare RERB, elle est tout près, là. Voilà, tout au bout de cette rue, donc le cheminement des clients, il est simple, hein. Il est tout droit jusqu'au point de deal là-bas. Voilà, et vous avez des flèches sur tout le parcours. C'est indiqué par des flèches comment? Des flèches sur les murs, vous allez observer. Ah, c'est des flèches qui sont... ce sont les trafiquants qui marquent l'itinéraire. Voilà. Impossible pour les clients de se perdre. Impossible pour nos hommes politiques de ne pas voir ce qui se passe dans le coin. Un peu partout, des flèches noires aiguillent les consommateurs, presque mètre après mètre, jusqu'à la frappe. Ça désigne le point de deal. La frappe, ça désigne le point de deal, là. Pour s'approcher au plus près des dealers sans se faire repérer, Paul, en parfait connaisseur des lieux, sait où se positionner. On va y passer côté parking, on va pas pouvoir traverser par ici. Pourquoi? Bah là, on risque de prendre des projectiles et on va vite nous voir arriver la police, ça va être compliqué. Donc là, les clients continuent par là. Nous, on va faire le tour de l'autre côté. Pas le plus tard qu'hier, on prend des pommes, des boules de pétanque. Ce que redoute le policier, c'est d'être repéré par les complices des dealers, comme ces 2 adolescents. Je vais essayer de m'approcher gentiment, le point il est là. Donc là, ce sont des guetteurs. Donc là, vous voyez, on est sur du 14-15 ans, là. Quand vous interpellez des mineurs de 14-15 ans, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce qu'ils sont... vous les retrouvez le lendemain, tout simplement. Voire l'après-midi. Hein. Donc là, voilà. Donc là, ils commencent à nous remarquer un petit peu. À identifier un véhicule qui n'est pas du quartier. Paul préfère quitter les lieux.
Si des guetteurs signalent notre présence, la situation pourrait dégénérer. Nous préférons continuer l'interview à l'écart de la cité. Paul nous décrypte les méthodes utilisées par des trafiquants, notamment l'emploi quasi systématique de mineurs. Quand vous arrivez à 10 h du matin, vous avez une dizaine de petits jeunes qui vont faire la queue pour travailler. C'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Ils arrivent et puis ils demandent est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'on peut... Oui, bah tiens, tu vas te mettre guetteur là, tu toucheras 50 € aujourd'hui. Je te donnerai une barrette de résine tout à l'heure, tu auras ton grec à 2 h de l'après-midi. Et puis tu m'annonces ta police. Et ce sont des gosses de quel âge? Entre 13 et 17 ans. Mais ils sont censés être à l'école, non? Et ils y sont pas. Ils sont pas à l'école, ils viennent chercher un petit peu d'argent. On leur prend leur pièce d'identité, on vérifie bien leur adresse. Et puis s'ils font mal leur travail, on les tabasse, ou comme il y a récemment, on a coupé un doigt, simplement. À un mineur? Un mineur, bien sûr. On lui a coupé, un doigt. On lui a coupé une phalange. Parce qu'il n'a pas annoncé la police et que la police derrière, on a interpellé un individu qui vendait de la drogue. Si les trafiquants exploitent des mineurs, c'est parce qu'ils savent qu'une fois interpellés, ils sont vite relâchés. C'est ce que vont me confirmer d'autres policiers à Saint-Denis. Bon, on poursuit notre petit tour avec Ludovic cette fois. Ouais. Ça se passe vraiment dedans, dans les halls d'immeubles. Ouais. Là c'est un point de deal encore là. Ça c'est la cité Gaston Dourdin. Ouais. Donc là c'est un chouf à vélo qui fait le tour de la cité. Avec un vélo. Avec un Vélib. Avec un Vélib. Ouais. Mais il vient de Paris celui-là, le Vélib. Ah oui. Et là en fait en face vous avez encore un autre point de deal. C'est-à-dire que sur 1 km², il y a quand même 3 cités avec des points de deal. Exactement. Extrêmement actifs en fait. Oui, oui. Ces paroles de policiers qui osent pointer du doigt leurs difficultés sont rares face caméra. Ludovic et son collègue Erwan sont syndiqués. Ils ne craignent donc pas les sanctions. Et les policiers qui travaillent ici, que vous racontent-ils? Bon, ils ont un phénomène de ras-le-bol, d'impuissance, de... Effectivement, il y a ce sentiment d'impuissance. Mes collègues font le travail. Ils interpellent les individus, les dealers, les interpellent. Sauf qu'à chaque fois, ils sont laissés libres par la justice. Aujourd'hui, trafiquer des stupéfiants, c'est moins grave que de griller un feu rouge. S'il n'y a pas une volonté politique et des accords qui sont passés avec la justice pour que ça évolue et pour qu'il y ait des peines de prononcer contre tous ces dealers, nous, on ne peut rien faire pour ça. Pourtant, depuis 1970, nous avons en France l'une des lois les plus sévères au monde en ce qui concerne le trafic et même l'usage de produits stupéfiants. À cette époque, la France s'inquiète de l'arrivée des drogues. Un groupe de jeunes surpris en train de fumer défraie alors la chronique. Du coup, les députés votent un texte faisant du simple usager un délinquant. L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les dealers, eux, encourent un maximum de 10 ans de prison et une amende de 50 millions de francs de l'époque, 7,5 millions d'euros. Une peine toujours en vigueur, 47 ans plus tard. Cette lutte contre le cannabis coûte très cher à l'État. En cas de légalisation, il pourrait économiser chaque année 568 millions d'euros en frais de justice, de prison et de police. De plus, si l'État légalisait en gardant le monopole de la vente de cannabis, cela lui rapporterait 1,3 milliard par an. Des hommes de terrain au cadre de la police, ils sont nombreux partout en France à dénoncer l'échec de cette politique antidrogue. À Marseille, je vais rencontrer un ancien grand flic des stupes. Ici, la guerre des territoires pour le contrôle du marché du cannabis a fait 34 morts en 2016, un record. Jean-François Barbieri a réalisé par le passé plusieurs saisies spectaculaires. Autant dire qu'il connaît bien le milieu marseillais. Lui aussi a son avis sur le manque de volonté des pouvoirs publics. Officiellement, nos autorités nous donnent les moyens pour lutter. Dans la pratique, ça reste du discours, les moyens, c'est souvent avec les moyens du bord, notamment les moyens humains. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas une volonté de leur part pour finalement préserver une certaine paix sociale, on laisse faire et... Une volonté, le mot est peut-être fort quand même. C'est pas une volonté délibérée d'acheter la paix sociale, mais en gros, ça tombe bien. Ça tombe bien que ces cités,
Économiquement, elles vivent de ça. Vaut mieux que les gens ils aient à manger comme ça, plutôt que de descendre dans le centre de Marseille et mettre tout à feu et à sang, parce que les gens n'ont rien à manger, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas tout ça. Donc, dire que ça soit organisé pour acheter la paix sociale, je ne pense pas. Mais, au final, ça arrange bien. Un laxisme délibéré pour épargner le centre-ville de Marseille? Jean-François Barbieri va même plus loin. Pour lui, la police intervient surtout à certaines occasions. Donc les opérations coup de poing, c'était pour préparer les visites ministérielles et que le ministre reparte content. C'est qu'on met de la présence, une présence policière pendant quelques jours dans un quartier. Les dealers, ils sont plus là. Il ne faut pas qu'ils soient là au moment où le ministre arrive. Ça va marquer mal quand même. On leur prépare le terrain. La cité est nettoyée, elle est bien propre au moment où ils arrivent. À quelques rues de là, Pierre-Marie Bourniquel, l'ancien patron des 4600 policiers des Bouches-du-Rhône, va me faire une autre confidence étonnante sur les conséquences de ces descentes de police dans les cités du nord de Marseille, là où a lieu le plus gros du trafic. Moi, je me suis laissé dire par le gérant d'un grand supermarché proche de l'une de ces cités. Il me disait, on voit très bien, lorsque vous êtes très présent, lorsque vous faites des affaires de deal, lorsque vous cassez des réseaux, eh bien, moi, je vois mon chiffre d'affaires très rapidement baisser. Parce qu'il y a moins d'argent liquide en circulation? Oui. La pompe financière de cette économie parallèle n'est plus alimentée ou beaucoup moins alimentée. Voilà. Alors, il faut dire également qu'il n'y a pas que les épiceries ou les supermarchés de ces quartiers nord qui profitent. Il y a aussi un certain nombre de produits de grand luxe, de maroquinerie, de bijouterie et autres, qui en bénéficient indirectement, puisque une grande partie de leur clientèle vient des quartiers nord. Donc tout le monde profite en quelque sorte de l'économie du cannabis? Beaucoup. Nous allons tenter de vérifier cette affirmation. 1,1 milliard d'euros, c'est l'argent généré par le cannabis et son économie noire en France. Mais l'argent du trafic de cannabis sert-il aussi à assurer la vie quotidienne d'une partie de la population, comme l'affirment les policiers de Marseille? Pour s'en rendre compte, avec l'aide d'un scientifique, nous avons décidé de tenter une expérience. Alors, 2,53 et 2,5 et 5,10. Tester les billets de banque qui circulent dans les petits commerces des centres-villes de plusieurs communes françaises et voir s'ils ont été en contact avec du cannabis. Les résultats obtenus vont dépasser toutes nos attentes. Pour faire simple, sur un point de deal, quand un client achète une barrette de cannabis au dealer, ce dernier reverse l'argent à un chef de réseau qui en retour lui paye un salaire. Le chef du réseau rémunère également toutes les petites mains qui travaillent pour lui, comme les guetteurs et les rabatteurs. Alors, est-ce que l'argent sale de ce trafic de cannabis est dépensé chez les commerçants des alentours? Nous avons choisi 3 villes. Chartres, une agglomération tranquille de 40 000 habitants. Neuilly-sur-Seine, une des communes les plus riches de France. Et Saint-Ouen, une municipalité du nord de Paris, connue pour avoir de nombreux points de deal. À chaque fois, pour récupérer une trentaine de petites coupures et les faire analyser, notre journaliste a acheté des articles à moins de 10 € avec un billet de 50. De Chartres, nous avons rapporté une religieuse, une boule à neige, des cartes postales et un bon sandwich. De Neuilly-sur-Seine, un jeu de grattage, des macarons et toujours un bon sandwich. De Saint-Ouen, également un jeu de grattage, un paquet de bonbons, des chips et encore un bon sandwich. Bien sûr, pour ne pas contaminer les billets d'une ville à l'autre, nous nous sommes à chaque fois lavés les mains consciencieusement. Les 30 billets de chaque ville ont été répartis dans 3 enveloppes. Et puis nous avons demandé à l'expert de commencer les examens.
Un protocole de test très sérieux, utilisé par la justice, que le laboratoire, du coup, préfère ne pas divulguer. Les prélèvements sont scellés et expédiés pour analyse. Le lendemain après-midi, les résultats tombent dans notre boîte mail. Les billets de banque des 3 villes sont positifs au THC, le principe actif du cannabis. Mais à Chartres, comme à Neuilly-sur-Seine, le taux reste dans une zone dite normale. C'est-à-dire que les billets ne proviennent pas directement du trafic de drogue. En revanche, à Saint-Ouen, le taux de contamination est anormalement élevé et se retrouve en zone critique. Cela signifie que pour les experts du laboratoire, une partie de nos petites coupures récupérées chez les commerçants du centre-ville de Saint-Ouen viennent bien de l'industrie du deal, des trafiquants et de leurs proches, ou bien des consommateurs de cannabis. Mais combien sont-ils exactement à profiter de cette économie parallèle? On estime qu'en France, 200 à 300 000 personnes travaillent directement dans le commerce du cannabis. Parmi elles, on compte 1000 têtes de réseau, 6 000 à 13 000 chefs de points de deal, entre 100 000 et 130 000 vendeurs de rue. Les autres, environ 100 000 personnes, sont notamment des guetteurs ou des rabatteurs. Pour avoir plus de précision sur comment est utilisé l'argent de tous ces travailleurs du cannabis, je rencontre un spécialiste reconnu de la question. Le sociologue David Weinberger analyse depuis maintenant 10 ans les trafics de stupéfiants dans notre pays et partout dans le monde. Il est chercheur à l'Institut de hautes études de la sécurité et de la justice. On voudrait y voir un peu plus clair sur l'économie du cannabis en France. Qui gagne quoi, en fait? Donc là, on a eu la chance d'avoir accès à des carnets de comptabilité des trafiquants, mais ce sont des choses très rares. Et donc, on s'est rendu compte que c'est un système extrêmement inégalitaire, avec une toute petite partie des trafiquants qui gagnent énormément d'argent et une grande partie des vendeurs, des surveillants qui gagnent en fait des sommes plutôt dérisoires. Et donc les trafiquants et les grossistes, ça représente quoi? Quelques milliers de personnes? C'est ça. Voilà. On estime qu'il y a moins de 10 000 gros trafiquants et grossistes en France. Donc 10 000 trafiquants et grossistes qui, eux, gagnent beaucoup d'argent. Tout à fait. Entre 10 et 500 000 euros par mois. Entre 10 et 500 000 euros par mois, c'est considérable. C'est considérable, pour les plus gros. Et les petites mains? Les petites mains gagnent entre 800 et 2 000 euros par mois. David Weinberger me confirme que cet argent sale, issu du trafic, participe bien à l'économie des quartiers sensibles. Quand on dit que l'argent du cannabis préserve la paix sociale dans les banlieues en permettant à des dizaines de milliers de familles de vivre, c'est vrai, c'est faux à votre avis? On a vu des cas, après de grosses saisies, où il y a une diminution significative de la consommation dans les supermarchés ou du paiement des loyers. Donc c'est sûrement clair que l'économie du cannabis soutient certains quartiers les plus populaires. Oui. Est-ce que cet argent du cannabis dont on parlait tout à l'heure reste en France ou est-ce qu'il part à l'étranger? Une grosse partie reste en France. Hein. La grosse partie, en fait, est consommée directement par ces petits acteurs qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Hein. Pour blanchir ou pour sortir de l'argent à l'étranger, il faut quand même gagner une somme significative. Mais il y a une partie non négligeable avec ces opérateurs qui gagnent des sommes incroyables et qui, eux, mettent en place de l'ingénierie financière. On a vu des gens utiliser les places de marché comme Singapour ou New York, et puis Panama. Et le volet blanchiment peut alimenter d'autres types de criminalité. Hein. Donc ça peut être du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, mais aussi pourrait éventuellement alimenter certains groupes terroristes. Donc on peut dire que quand on achète du cannabis en France, on alimente très largement des organisations criminelles. Tout à fait. La résine de cannabis vendue par ces organisations criminelles provient essentiellement du Maroc, à 90%. Chaque année, la police française en saisit entre 50 et 80 tonnes. Mais je vais découvrir qu'une grande partie de ce cannabis arrive en France avec la bénédiction de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, l'OCTRIS. L'élite de la police antidrogue serait corrompue et participerait au trafic. Un véritable scandale d'État que dénonce un homme qui m'a donné rendez-vous sur la Costa del Sol en Espagne. Hubert Avoine vient de publier un livre pour raconter ses différentes missions en tant qu'agent infiltré pour le compte de l'État français
D'abord au sein des cartels mexicains, puis au cœur du trafic de cannabis entre le Maroc et la France. Je le retrouve à Marbella, un repère traditionnel des narcotrafiquants internationaux. Hubert Avoine a vécu ici en 2012. Il était en mission à la demande de son ami François Thierry, l'ancien grand patron de l'antidrogue, un super flic, ami des politiques et des médias. Nous prenons la direction d'Estepona, à quelques kilomètres de Marbella, une station balnéaire plutôt chic, avec ses villas imposantes, ouvertes sur la mer. La villa étant celle-ci. Pardon, c'est celle-là Ouais. Très sympa. Cette villa a été louée par les policiers de l'Office des stupes en raison de sa situation idéale. Elle donne sur la plage et le Maroc est juste en face. Alors, vous avez vécu combien de temps dans cette villa? Pratiquement 3 semaines. 3 semaines au cours desquelles Hubert Avoine a été témoin et même complice, malgré lui, d'une très grosse livraison de cannabis venue du Maroc. Et vous êtes arrivé dans quelles conditions? Pourquoi? François Thierry m'a appelé en me disant « Bon, Canard, j'ai besoin que tu me files un coup de main. » De ce que j'ai pu en comprendre, c'est qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance sur cette opération dans cette ville-là. Moi, je suis descendu en voiture. J'ai reçu un message par lequel il fallait que j'achète des gants, donc ce qui déjà mettait un certain nombre de points d'interrogation. François Thierry m'a installé dans cette ville-là. Et donc ici, il y avait un comité d'accueil, vous n'étiez pas seul, j'imagine? Moi, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. François m'a dit, de toute façon, il y a un gars à moi qui viendra, mais de toute façon, tu le connais. Donc effectivement, c'est un mec de l'Octrice que j'avais déjà vu précédemment à Paris. Finalement, ce ne sont pas 1, mais 5 policiers qui débarquent. Hubert doit encadrer cette mission dont il ne sait pas grand-chose. Et elle va prendre une drôle de tournure. Mais François Thierry vous a donné des explications. Pourquoi avoir fait appel à vous, finalement? Il m'a dit, voilà, qu'un était le but, c'est-à-dire qu'il y avait une livraison surveillée qui était organisée, que le cannabis allait arriver sur des plages d'Estepona, que le cannabis devait être entreposé dans le garage. Selon Hubert, ce sont les policiers eux-mêmes qui jouent les trafiquants. Ils déchargent des Zodiacs remplis de ballots de cannabis en provenance du Maroc et ils les entreposent dans la villa. Plus incroyable encore, d'après Hubert, les fonctionnaires de l'Octrice se chargent même de convaincre les trafiquants venus de France de la qualité de la cam. Et ensuite, donc, le gars de l'Octrice, il venait chercher des plaquettes de cannabis. Et, il me disait, non, mais il faut que je prenne un test pour l'équipe qui est là, donc ils veulent voir le matos. C'est quand même extrêmement, sans jeu de mots bien sûr, stupéfiant que ce soit un policier français qui vienne prendre des plaquettes pour que des trafiquants, donc des acheteurs, puissent vérifier la qualité de la marchandise. Les voitures étaient chargées par des policiers de l'Octrice et ça repartait sur la route. Ces voitures étaient des go-fast qui traversaient toute l'Espagne, direction la France. Hubert considère dès lors qu'il participe contre son gré à un trafic organisé par des policiers français. Combien de centaines de kilos, voire de tonnes de cannabis ont transité par cette villa pendant votre séjour? Mais il passe 19 tonnes sur cette opération. 19 tonnes qui transitent par cette villa pendant que vous y êtes, vous? Tout à fait. Des quantités astronomiques de drogue qui passent notre frontière grâce à des policiers. Hubert tente de se rassurer en se disant que c'est une opération qui vise à ressaisir la marchandise une fois en France et faire tomber un réseau de trafiquants. Mais selon lui, il n'en est rien. De toute évidence, il n'a pas été saisi 19 tonnes à la remontée. Donc s'il y a 19 tonnes qui sortent, et en gros, je ne sais pas moi, 1,5 tonne ou 2 tonnes qui sont saisies, ça pose un problème. Les interrogations d'Hubert sur la légalité de l'opération s'accentuent lorsque François Thierry, le patron de l'antidrogue, se charge lui-même de lui donner sa paie. Vous avez reçu une somme d'argent pour ce service rendu? 3 ou 4 jours après, François m'a appelé pour que je monte à Paris. Il m'attendait à Montparnasse. Il m'a remis une grosse enveloppe en me disant « Il n'ouvre pas dans le TGV, Canard ». J'ai dit « Bon, d'accord ». Et quand je l'ai ouverte, il y avait 32 000 €, duquel l'immense majorité était des petites coupures de 20 €, 50, il y avait quelques billets de 100, mais c'est tout. Des billets neufs? Non, non, usagés. Surtout ceux de 20. Et il y avait aucun J'ai pas signé de reçu. Justificatif, il n'y avait rien? Rien. Ouais. De vieux billets, pas de reçu, pas même de documents administratifs. Il pourrait s'agir d'argent sale provenant du trafic.
De retour en France, début mars, j'apprends que François Thierry est dans le collimateur de la police des polices. Le patron de l'antidrogue a, semble-t-il, mené bien d'autres livraisons suspectes, comme celle que m'a révélée Hubert Avoine. RTL, il est 18h30. L'ancien patron de la lutte antidrogue, François Thierry, est en garde à vue depuis ce matin à l'IGPN, la police des polices. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur ses relations avec ses indicateurs. Et l'indique de François Thierry, celui qu'il traitait personnellement, c'était Sofiane Ambly, un franco-marocain présenté comme le numéro 1 du shit en France, actuellement en prison. En échange d'informations sur des réseaux de deal de cannabis, François Thierry aurait favorisé le trafic de Sofiane Ambly. Il y a un an, le règne du narcotrafiquant s'achève lorsque les douanes saisissent 7 tonnes de cannabis qui lui appartiennent. C'est la plus grosse prise de drogue réalisée en France depuis 2 ans et probablement la plus importante jamais effectuée à Paris. Plus de 7 tonnes de résine de cannabis emballées dans ce que les douaniers appellent dans leur jargon des valises marocaines. Ces 7 tonnes sont entrées en France sans encombre grâce à François Thierry, le patron des stupes, qui avait signé ce laissez-passer. Une équipe de trafiquants français pourrait tenter d'importer en France depuis le Maroc une quantité indéterminée de stupéfiants. Nous sollicitons donc vos services afin de permettre le libre passage, sans contrôle, du véhicule. Les policiers appellent ça une livraison surveillée. L'objectif est de démanteler un réseau à l'arrivée de la drogue. C'est prévu par la loi. Ces opérations sont d'ailleurs encadrées par un juge. Sauf que cette fois-ci, il semble que François Thierry ait dissimulé au magistrat la quantité de cannabis qui devait entrer en France. Le chiffre est énorme, 7 tonnes. Le juge va s'épancher dans la presse, estimant avoir été trahi. Il était convenu que les convois de stupes s'inscrivant dans ce cadre ne devaient concerner que quelques centaines de kilos de cannabis. Finalement, l'enquête va révéler que ce ne sont pas 7 mais 40 tonnes de résine de cannabis qui seraient entrées en France. Les méthodes de François Thierry à la tête de l'Octrice, un policier encore en service a accepté de nous en parler. Un témoignage inédit. La voix de ce fonctionnaire de l'Octrice est bien la sienne, transformée. En revanche, vous ne verrez pas son vrai visage. Notre témoin risque gros, et pas seulement pour sa carrière. Ce qu'Hubert Avoine, l'infiltré, nous a raconté à Marbella, des tonnes de shit que des policiers font entrer en Espagne puis en France sans rien saisir, ce serait une pratique courante. Effectivement, on participe à l'organisation du trafic, vu que nous, on a accompagné les GoFast de bout en bout, jusqu'au point de déchargement, jusqu'à l'organisateur qui, après lui, va le revendre pour son compte. C'est légal, ça? Ça, c'est complètement illégal. C'est non seulement illégal, mais ça laisse planer un soupçon de corruption. Ces tonnes de cannabis déversées sur le territoire français, ces soi-disant livraisons surveillées, permettaient-elles au moins de piéger des organisations de trafiquants? Aujourd'hui, l'Office ne démantèle plus le réseau. C'est un mensonge. L'Office interpelle des lampistes. On interpelle 3 à 4 personnes maximum. Et derrière, on ne remonte pas. L'homme va aussi nous révéler une autre combine frauduleuse. Lorsqu'il y avait une saisie, parce qu'il faut bien nourrir les statistiques, certains policiers rendraient aux trafiquants leur cam, grâce à un incroyable tour de passe-passe. On va faire une fausse intersection. On saisit tout le produit, et à un moment donné, le magistrat inspecteur va nous ordonner de détruire le produit. Sauf qu'en fait, on ne détruit pas. Juste avant l'opération de destruction, le cannabis était remplacé par des savonnettes conditionnées en paquets comme du shit. C'est vraiment des savons, confectionnés de la même manière que du cannabis, donc c'est des valises d'à peu près 30 kilos, ce qu'on appelle des valises. On met ça dans le camion, on va à la déchetterie où c'est détruit, brûlé, et tout produit réel de stupéfiants est restitué entièrement à l'organisateur du trafic, qui est en fait l'informateur. Donc là, l'office est en réalité complice du trafic. En échange, les policiers récupéraient du cash, l'argent liquide avec lequel l'État rémunère normalement ses indicateurs. Si on était sur la manière dont on doit travailler légalement parlant, l'informateur est rémunéré avec des billets. Il va toucher, on va dire, à peu près entre 30 et 50 000 euros, ça peut être plus. Sauf qu'en réalité, l'informateur, comme il est aussi organisateur du trafic, cet argent, il n'en veut pas. Cette somme d'argent, en fait, elle est récupérée par les policiers. Ensuite, elle appartient aux fonctionnaires. C'est en réalité l'informateur qui nous paye.
Un cadeau de l'indique qui venait de récupérer sa marchandise, valant parfois plusieurs millions d'euros. Je ne sais pas si dans toute la section, ils se sont tous servis. Ce que je sais, c'est qu'il y a des noms, enfin, des descriptifs physiques qui revenaient systématiquement. Ça représente combien de personnes? Minimum, je dirais que c'est une section à peu près 10. Je sais pas, je dirais qu'il y en a au moins 5. 5 dans l'eau. Des policiers corrompus, c'est ce que soupçonne l'IGPN. Aujourd'hui, plusieurs enquêtes sont ouvertes sur les méthodes de l'actrice et de François Thierry. L'une d'entre elles concerne l'affaire Hubert Avoine, 19 tonnes de cannabis chargées par des policiers français en Espagne. Hubert l'infiltré a porté plainte pour escroquerie en bande organisée et mise en danger de la vie d'autrui. Il veut savoir s'il a été complice, malgré lui, d'un trafic d'État. Et vous-même, à titre personnel, quelle leçon vous en tirez? Un dégoût certain. Quand on commence par les cartels mexicains et qu'on finit en contribuant à l'enrichissement d'un trafiquant de cannabis, oui, effectivement, on est extrêmement déçus. Quand ce style de choses est organisé par le patron de l'Octrice, donc le numéro 1 de la lutte en France, en France. Voilà, étant le premier représentant de la République dans ce domaine, il n'y a que la République qui peut en être responsable. L'avocat de François Thierry réfute tous les soupçons qui pèsent sur son client. Manque de réponse pénale, sentiment d'impunité des dealers, policiers soupçonnés de corruption, la politique française de lutte antidrogue est un échec cinglant. Mais qu'en est-il en termes de santé publique? Les Français sont parmi les plus gros consommateurs d'Europe. En 2015, près de 41% des Français âgés de 15 à 64 ans convenaient en effet avoir déjà consommé du cannabis, contre 26% des Hollandais et 9% seulement des Portugais, qui appartiennent à des pays où la consommation de cannabis est tolérée. Pire, notre consommation de cannabis n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. Alors si on légalisait le cannabis, y aurait-il encore plus de consommateurs en France? Pas si sûr. Au Portugal, par exemple, où fumer du cannabis est autorisé depuis 2001, la consommation est en légère baisse. En Hollande, elle a légèrement diminué, notamment chez les jeunes adultes. Mais y a-t-il un réel danger à prendre du cannabis? Quels sont ses effets sur notre organisme? Pour me faire une première idée, je me rends à l'INSERM, à Bordeaux, l'Institut national de santé et de recherche médicale. C'est ici que le professeur Giovanni Marsicano étudie avec ses équipes l'impact du THC, la substance psychoactive du cannabis, sur le cerveau. Alors, on met une tenue de laborantin. Donc on attaque alors, on commence? Les cobayes de Giovanni sont ces petites souris noires. Première expérience, vérifier que le THC modifie en profondeur notre façon de réagir. Ce test-là, c'est pour regarder la catalepsie. La catalepsie, c'est l'impossibilité d'initier un mouvement. La première souris que manipule Giovanni n'a consommé aucune drogue. Elle est dynamique et explore de façon tout à fait normale la boîte en plastique. En revanche, la seconde a visiblement un peu forcé sur la dose. Elle ne bouge pas beaucoup et n'est plus du tout aussi aventurière que la précédente. Et là, elle est complètement sur place, statique. Oui, c'est cataleptique. Ouais. Elle a reçu une forte dose. Si on comparait ça à la dose qu'aurait reçu un homme, combien de joints, par exemple? Peut-être une dizaine de joints dans la la même journée. Elle a reçu l'équivalent de 10 joints pour un homme. Oui, à peu près. À partir de cette expérience, quelle conclusion en tirer pour l'effet du cannabis sur l'homme? Si quelqu'un doit opérer une machine, conduire une voiture, s'il a fumé du cannabis, c'est mieux qu'il ne conduise pas. C'est bien sûr, parce que si on décide de faire quelque chose, le temps de réaction, c'est ralenti. Par le THC. Par le THC. Deuxième expérience, voir si le cannabis, à faible dose cette fois-ci, diminue l'anxiété, la peur. En deux mots, si le cannabis nous rend plus courageux, quitte à nous mettre en danger. Cette souris qui est à jeun part tout de suite se réfugier entre les parois de cette maquette, à l'abri d'éventuelles agressions extérieures. C'est le réflexe normal.
Et les souris préfèrent rester dans des environnements fermés et couverts et sombres. La souris qui suit a reçu une petite dose de cannabis. Elle n'hésite pas un seul instant et part en expédition loin des parois, au bord du précipice, bravant ainsi tous les dangers. C'est rare hein, quand même d'avoir une souris qui se balade jusqu'au bout. Oui, là, oui, comme oui, ça. Qu'elle vide tout autour d'elle et elle le repère quand même. Oui, elle est capable de le sentir. Surtout dans cette situation-là, avec des gens autour et tout ça, ça veut dire que le taux de densité, c'est très, très bas. Grâce au THC, a priori. Probablement, oui. Bon, on se doutait un peu de tous ces résultats, mais au moins c'est confirmé scientifiquement. C'est catalyptique. Ouais. Pour autant, pas question de s'arrêter à des tests sur des souris. Pour constater les effets du cannabis sur le corps humain, j'ai moi-même joué les cobayes. Cette fois, le laboratoire sera beaucoup plus grand. Le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes, spécialisé dans la sécurité routière. Mon instructeur sera Franck. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Bernard. Très bien, et vous? Très bien, très bien. On va procéder à une expérience intéressante parce qu'on dit que sous l'emprise du cannabis, on a les réflexes altérés et donc une conduite beaucoup moins sûre. Et moi, j'ai envie de tenter l'expérience avec vous. Donc, racontez-moi un peu le. Alors, comment ça se passe ici? Là, vous avez un couloir de quilles dans lequel on va rouler à 80 km/h avec la voiture. Et au bout de ce couloir, je devrais tourner à gauche ou à droite en fonction de ce que m'indiquera le feu. Et qu'est-ce qu'il faudra éviter? Le mannequin qui sera en face de vous. À 80 km/h, à 80 km/h, exactement. D'accord, je débouche là à 80 km/h et je fais une embardée vers la gauche ou vers la droite. On vous demande de freiner pour tourner tantôt à gauche, tantôt à droite. D'accord. Avant de faire ce test sous l'emprise du cannabis, je vais d'abord le tenter dans un état normal. Dans la voiture, il y a un frénographe, un appareil qui va mesurer mon temps de réaction et la distance de freinage. Eh bien, c'est parti. Pour 80 km/h, on peut lancer le véhicule. Ouais, de toute façon, si des fois il y a un souci, je dirais stop. Comme si on plante les freins et moi, de temps en temps, j'aurai peut-être la main sur le volant. Voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le feu vert, celui de gauche ou celui de droite. C'est la surprise. À fond les freins, à fond. Voilà. Au signal lumineux, j'ai commencé par tourner le volant du mauvais côté. Alors, ce qui est intéressant, je suis parti à gauche. C'est pas grave. Je n'ai pas percuté le mannequin, mais il s'en est fallu de peu. Troisième, on roule, on stabilise. Maintenant que je suis rodé, on mesure mon temps de réaction. Ça s'est bien passé? Eh bien, plutôt bien, Bernard, puisque ça y est, maintenant, on commence à être habitué. On a un temps de réaction qui est normal, puisqu'on est à moins de 6 dixièmes de seconde. Ça commence à être très réactif. Il est temps de passer à la deuxième partie de notre expérience, la conduite sous l'emprise du cannabis. Pour encadrer ce test, nous avons fait appel à Johan Leclerc, un médecin expert judiciaire, spécialiste des drogues. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais vous faire votre petit examen. Très bien. Donc vous allez vous mettre en face de moi. Pour vérifier que je suis bien à jeun, le médecin va mesurer mon équilibre, mon orientation et ma stabilité. Autant de critères qui sont certainement altérés sous l'emprise du cannabis. Vous fermez les yeux et vous allez avancer vers moi. Très bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Pour l'instant, tout est normal, mais cela ne va pas durer longtemps. Bon. Là, les effets, je commence déjà un peu à les ressentir quand même. Qu'est-ce que vous ressentez? Une petite ivresse, une petite... Oui, et puis là, j'ai très envie de monter, de faire un tour de circuit à toute allure. Une désinhibition. Ça m'excite beaucoup. Mais avant de passer à l'action, je dois refaire les mêmes exercices devant le médecin. Vous allez faire ceci, cette manœuvre-là, en allongeant bien le bras. Vous le faites avec les yeux fermés. Et là, mettez-vous sur une jambe. C'est tout. Arrêtez.
que vous allez tomber. Et pour vérifier que je suis bien sous l'effet du cannabis, le médecin me fait faire un test salivaire. 10 minutes plus tard... Monsieur, on a lu le test et vous êtes positif au cannabis. Ah oui. Comment ça va? Eh ben, pas mal du tout. Pas mal du tout. Je vous attendais avec impatience. Eh ben, puisque vous êtes impatient, J'aime bien cette petite voiture. profitons-en. C'est reparti pour une série de tests. Bon, mais je compte sur vous. Alors, vous allez du coup être encore plus vigilant que tout à l'heure. S'il y a un souci, je gère. De manière, s'il n'y est pas de souci. Quel va être l'impact du cannabis sur ma conduite? Bon, ben, si on est prêt, Bernard. Ah merde alors. Je passe. Ça commence mal. J'ai enclenché la marche arrière. Si on est prêt, Bernard, première, deuxième, troisième, 80 km/h, c'est parti. Très vite, je me pose 1 million de questions. Au lieu d'être concentré sur la route, je m'inquiète de petits détails que j'ignorais auparavant. Il y a des feuilles sur la piste, c'est pas pour l'adhérence, c'est pas génial, non? Sur du sec, c'est quasi négligeable. Je me laisse distraire et j'ai des problèmes de trajectoire. Oh là là. Mais c'est pas grave, on est encore sur la voie de droite. Pour éviter l'impact, Franck est obligé de prendre le volant. Alors, je crois qu'on n'était pas à la vitesse, là. On était à 63. Ouais. J'étais complètement paumé. On dirait que c'est une mise en jambe. C'est parti pour un deuxième tour, Bernard. Faute de concentration, je n'arrive pas à atteindre les 80 km/h. Alors, le limiteur, c'est bon, il est toujours. C'est un temps magnifique, hein. Voilà, on roule. Deuxième freinage, encore un coup de volant de Franck. On était à 69. Putain. Et toujours pas cette satanée bonne vitesse. Par rapport à tout à l'heure où j'avais pas de mal à accélérer, où je... Là, je... Ouais, on est tout... tout non, mais même la manière de tranquille. gérer mon accélération, ça allait pas, quoi. Alors que tout à l'heure, je la gérais très bien. Ouais, on est moins dedans, en fait. Ouais. Voilà, on reste comme ça, puis on attend le signal. Dernière tentative, et nouveau coup de volant de Franck pour éviter le mannequin. Cette fois, j'étais enfin à la bonne vitesse. Bon, alors? Eh bien alors, Bernard, vous avez eu un temps de réaction de 0,82. Ça reste en dessous de la seconde. Mais c'est toujours 3 dixièmes de plus que votre première performance quand vous étiez agent. J'ai regardé de quoi? De 30% mon temps de réaction. À peu près. Quant à ma distance de freinage, elle a augmenté de 3 mètres avec le cannabis. Sans l'intervention de Franck, j'avais un accident. J'ai pris le volant parce qu'on se rapprochait pas mal des quilles. On évite sur un rail de sécurité, on évite à taper le mannequin. Donc effectivement, on a eu une baisse de compétences par rapport à l'exercice. L'effet du cannabis a faussé mon jugement et mes réflexes. J'avais l'impression d'être bien, de maîtriser la voiture. Ce n'était pas le cas. J'étais très cool, je me disais, bon, peu importe, on verra bien, quoi. C'était assez étonnant comme... Parce qu'autant, ce matin, quand j'étais en état normal, le mannequin, pour moi, c'était clairement un enfant. Il n'était pas question que je percute. Et j'étais stressé par ça. Et là, beaucoup moins, quoi. Cette sensation trompeuse de bien-être, d'assurance, provoque des drames sur les routes. Selon la sécurité routière, consommer du cannabis multiplie par 2 le risque d'avoir un accident mortel. C'est faire face à l'imprévu qui va devenir difficile. Ouais. De dire, il y a un danger, il faut que je freine. Donc c'est tout ce circuit qui est ralenti par la diminution des réflexes, mais aussi du champ visuel. On y va, on rentre? Alors pas tout de suite, Bernard. Ouais. On va juste se faire 2 tours de piste. Le cannabis me rend en fait passif sur la route. C'est ce que Franck va me prouver en me réservant une petite surprise. Bon, Bernard, on va faire quelques tours de piste, voir un petit peu s'il y a des écarts de trajectoire, des choses un peu bizarres. Pour reproduire les conditions d'un trajet banal du quotidien, Franck me fait la conversation. Il y avait un collègue de boulot, en fait, Vincent. Ça m'amuse, moi. Ah, ça... Ah, attention! Ah il y avait un ballon. J'ai freiné bien après l'impact, alors que j'aurais dû enfoncer les freins et tourner vers le bas-côté. Et oui, c'était la surprise du jour. On s'habitue à ce que ça se passe bien, puis en plus, on met de plus en plus de rythme, on est à l'aise. Et là, on a un autre signal, c'est le ballon.
Et là, autant dire qu'effectivement, là, on a un vrai effet de pure surprise. Entre le moment où j'ai vu surgir et le moment où j'ai réagi, il y a un laps de temps qui n'était pas normal. Ouais. En plus du manque de réflexe, le cannabis a altéré ma vue. C'est vrai que le champ visuel est un peu réduit sous l'effet du cannabis. Je suis concentré, alors je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment un effet visuel, mais je suis concentré sur ce qui se passe devant moi et je n'ai pas la vision très large, quoi. Malheureusement, sur la route, on n'a droit qu'une seule chance, une seule passe. C'est la raison pour laquelle je suis venu en taxi ce matin et je vais rentrer chez moi en taxi. Oui, j'espère. Conduire sous l'emprise du cannabis est punissable de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende, en plus des 6 points retirés sur votre permis de conduire. Légalisé ou pas, le cannabis au volant ne sera bien sûr jamais autorisé. Aujourd'hui, il n'y a pas que sur les routes que vous pouvez être contrôlé. Cela peut être aussi le cas dans votre entreprise. Combien sommes-nous à nous rendre au travail après avoir fumé un joint, à manipuler des machines ou à occuper des postes à risque sous l'emprise du cannabis? Pour le savoir, nous avons suivi Marc Elie. La drogue, il connaît bien. Quand on va prêcher la bonne parole dans les entreprises, autant de savoir de quoi on parle, quoi. Donc effectivement, moi je dévoile une partie de ma vie avant d'être préventeur. J'ai moi-même été concerné par ces problèmes de drogue qui m'ont emmené directement en prison. Mais oui, effectivement, c'est mieux, quoi. Les salariés préfèrent avoir un gars comme moi en face d'eux. À sa sortie de prison, Marc est devenu un spécialiste de l'addiction en entreprise. Et lorsqu'il intervient pour la première fois, il teste tout le monde sans prévenir. C'est la surprise du chef. Aujourd'hui, il est à Saint-Fond, près de Lyon, dans le groupe Nicolin, qui collecte des déchets. Une entreprise avec de nombreux postes à risque. Ce matin, il commence avec un petit cours sur la drogue. Dans la salle, des managers, mais aussi des ouvriers. Devant lui, un échantillon de chaque drogue existante, de quoi faire saliver n'importe quel dealer. En zone rurale, en campagne, dans les villes, dans les quartiers, dans les cités, du cannabis, il y en a partout en France aujourd'hui. Et toutes les familles sont impactées, quoi. Montrer ce que c'est que du bullshit. Ça, il s'appelle Revient, celui-là. Hein. Ouais. Il fume parce qu'il a raté ce Bacos. C'est la première fois. C'est là? C'est la première fois. Vous êtes 200 bonhommes dans l'entreprise. À ton avis, il y en a combien qui tirent sur le bédo une fois de temps en temps? La moitié. La moitié? Bien sûr, de nos jours, c'est devenu... Tout le monde fume ça. Déjà, ça va la fumer, là. Regardez déjà comment elle parle. Marc détend son auditoire avant de rentrer dans le dur. Le tsunami aujourd'hui, dans le milieu professionnel, c'est le chichon. 20% des accidents du travail sont liés à l'alcool et au shit. C'est quand même pas rien, 2 accidents sur 10. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez été impliqué dans un accident de la route il y a quelque temps de ça. Vous avez un de vos gars dans une agence en France qui n'avait pas fumé le jour même. Il avait fumé, je crois, le week-end, comme ça, dans le cadre de sa vie privée. Et puis 2-3 jours après, le mec, il a pris donc un camion, il a été faire une course, une livraison, ou je sais pas comment vous appelez ça. Et puis là, le mec, il a percuté donc un scooter avec 2 minots dessus, et il les a flingués tous les deux. Donc il les a fumés, quoi. Les Schmitt, ils sont arrivés, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont emmené le mec à l'hôpital, ils ont fait une prise de sang, le mec était positif, et là, aujourd'hui, il est en prison, quoi. Voilà. Et pourtant, le mec n'était pas sous les effets du cannabis, quoi. Les juges, aujourd'hui, ne font pas la différence entre quelqu'un qui est sous l'effet du cannabis, sous les effets du shit, et quelqu'un qui a des traces de cannabis dans le sang. Pour résumer, vous fumez du shit dans la salive positif entre 7 heures, 8 heures, allez, 12 heures grand maximum si vous n'avez rien mis dans votre bouche. Dans le sang, 2 jours pour un joint. Quelqu'un qui fume pratiquement tous les jours ou régulièrement, lui, il est positif H24 dans le sang pendant 3-4 semaines. La démonstration a fait mouche. Son public prend conscience que fumer peut avoir des conséquences graves. C'est le moment pour Marc de proposer sa solution apparemment très simple pour lutter contre le cannabis au boulot. Des tests de dépistage inopinés et réguliers. Des tests autorisés en décembre 2016 par le Conseil d'État sous certaines conditions. Il faut que le mec qui vous mette la sucette dans la bouche, il soit formé. Donc il faudra lui demander l'attestation de formation. C'est pas n'importe qui peut vous le faire. Un manager vont pouvoir le faire puisque je vais les former. Il faudra que ça soit précisé dans le règlement intérieur, uniquement pour les postes à risque, et il faudra que derrière le gars puisse contester le résultat, c'est-à-dire que votre patron va faire une contre-expertise. Pour clore la séance,
Marc sort la fameuse surprise de son sac. Un premier dépistage collectif et anonyme cette fois-ci. Vous remettez tout ça, la sucette dans le petit truc là, et après vous nous remettez tout ça là-bas et on va se démerder. L'objectif est de familiariser les employés avec la procédure et de faire une évaluation du nombre de participants qui auraient consommé de la drogue avant de venir travailler. Mais le test pratiqué aujourd'hui n'est pas celui que Marc utilise d'ordinaire. Il a apporté celui des gendarmes, qui permet d'identifier le type de drogue consommée. Et les employés se sont volontiers prêtés au jeu. Pour moi, c'est important en fait, parce que c'est rassurant. Parce que si on se retrouve avec des mecs qui sont complètement à l'ouest, ça peut vite devenir dangereux. Il y a des engins en bas. Donc il faut vraiment faire gaffe et faire attention en fait. Dans l'entreprise, ici où vous travaillez, le cannabis, c'est quelque chose qui est assez répandu. Oui. Allez, ça c'est négatif, ça c'est négatif, ça c'est négatif, négatif. Les résultats définitifs arrivent enfin sous le regard anxieux du patron. Verdict. Il y en a un, clairement 2, positif. 3, 3 clairement positifs. 4 et 5. Oui, 5 ici aussi. 5 sur 34, tu es à moins de 20%. Mais bon, l'idéal, ça serait qu'on n'en ait pas. Encore une fois, là, on n'est pas là pour dire tu as 4 ou 5 consommateurs de cannabis. Peut-être qu'il y en avait plus. Tu vois, c'est des gens qui ont été contrôlés positifs au travail, à l'instant T. Le groupe Nicolin reste dans la moyenne des taux de consommation constatés par Marc chez ses autres clients. Mais une fois les cas problématiques identifiés, une question reste posée. Qu'est-ce qu'on fait du gars derrière? Quand le gars est contrôlé positif, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a certaines entreprises qui le dégagent, qui vont le sortir, parce que le gars est dangereux pour lui-même, pour ses collaborateurs, éventuellement les tiers, sur un accident routier. Et puis il y a d'autres entreprises, comme chez Nicolin, où on est plus dans l'accompagnement. Le carnet de commandes de Marc est plein. En réalité, avec ces tests à but préventif, les entreprises veulent surtout s'éviter des ennuis judiciaires en cas d'accident du travail. Si un employé est contrôlé positif, la responsabilité de son patron peut être engagée. Dans l'entreprise, le cannabis peut entraîner des accidents. Plus généralement, sa consommation régulière présente des dangers connus pour la santé. On a démontré que chez les personnes prédisposées, il peut favoriser la dépression ou aggraver les manifestations de la schizophrénie. Le cannabis peut provoquer des infarctus. Son association avec le tabac entraîne des cancers du poumon plus précoces. Enfin, selon une étude néo-zélandaise, une consommation prolongée et régulière, commencée à l'adolescence, entraîne une perte de quotient intellectuel allant jusqu'à 8 points. À l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, spécialisé dans les addictions, le professeur Carilla s'inquiète de ce scandale sanitaire qui touche le cerveau des jeunes Français. Plus on est jeune, plus on consomme beaucoup depuis longtemps, plus il y a des risques de toucher son cerveau. Alors ça, c'est le cerveau de l'adolescent. C'est le cerveau de la maturation pubertaire, c'est-à-dire que de 5 ans à 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez qu'il y a des changements de couleur. Ça veut dire que notre cerveau, au fur et à mesure du temps, se construit ses récepteurs, ses aires, etc., pour parler très schématiquement. Le cannabis, on en fume, ça se fixe un peu partout. Mais si ça se fixe sur des régions qui n'ont pas fini d'être bleu-violette, donc avant que cette puberté soit terminée, il y a des risques que certaines régions soient mal formées, donc impacter la mémoire, la concentration, l'attention, la prise de décision et d'autres fonctions. Le problème, c'est qu'un jeune Français sur 2 à l'âge de 17 ans a déjà consommé du cannabis et qu'il tombe parfois dans la dépendance. Il y a une vraie problématique sur le cannabis chez les ados et les jeunes adultes. Ils viennent pour des problèmes liés à des troubles addictifs, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'addiction au cannabis, c'est une addiction au tabac. Non, c'est une addiction mixte, ça existe. Il y a vraiment 10% de consommateurs très problématiques qui viennent pour ces substances-là et qui veulent arrêter. C'est précisément pour venir en aide à ces jeunes fumeurs de joint qu'à l'hôpital Paul Brousse, le docteur Geneviève Lafaille a créé en 2013 une unité d'addictologie pour adolescents. Bonjour. Bonjour. Oh. Vas-y. Ce matin, elle reçoit Lucas, 21 ans. Il est accro au cannabis depuis l'âge de 14 ans.
Cela fait déjà 4 ans qu'il consulte le docteur Lafaille. Alors, comment ça va? C'est toujours pareil. Hein. Tes consommations, là, où est-ce que t'en es depuis la dernière Moi, je dois être à 7-8 joints par jour. 7-8 joints par jour? Ouais. Ça a tendance à un petit peu augmenter, hein? Ouais. Il n'y a pas un moment où je suis clean, en fait, dans la journée. C'est vraiment du matin au réveil jusqu'à avant de me coucher. À cause de ces 8 joints quotidiens, Lucas a aujourd'hui des problèmes de santé. Il faut que j'arrête parce que là, c'est ma santé qui commence à... J'ai du mal à respirer et tout, j'ai mal à la poitrine. J'ai l'air absent, un peu ailleurs. J'ai une mauvaise mine, les yeux jaunes. Et... Tu crois qu'ils pensent quoi, ta famille? Bah, que je suis un drogué, parce que je suis un toxicomane. La situation familiale, là, c'est... Ouais, c'est compliqué. J'ai déjà été violent chez moi. La police, elle est venue 2-3 fois aussi. Mes parents, ils ont déjà porté plainte contre moi et tout. J'ai envoyé mon père aux urgences. Enfin, ça, c'est parti très loin, quoi, chez moi. Et ouais. Pour essayer de se sevrer, ne plus être un poids pour sa famille, Lucas a demandé à plusieurs reprises à être hospitalisé dans le service d'addictologie du docteur Lafaille. Mais à chaque fois, il a replongé. Donc même ici, la tentation, elle est très forte. Ouais. Ah, je vous ai dit, je sors de l'hôpital, je marche 200 mètres, je sais où m'acheter du shit, quoi. Comme de nombreux jeunes gens, à cause du cannabis, Lucas a connu l'échec scolaire. Aujourd'hui, il regrette. Je trouve que c'est vraiment du gâchis, quoi. Je pourrais avoir tellement plus si j'étais pas tombé dans ça. Bon, et ben on se voit la semaine prochaine? Ouais, c'est bon. Je dis au revoir. Au revoir. Pour le docteur Lafaille, Lucas est encore très loin d'être tiré d'affaire. Il est toujours extrêmement angoissé à l'idée de l'abstinence. Pour l'instant, l'arrêt du cannabis pour lui, derrière, c'est le vide. C'est se confronter à tout ce qu'il a raté, entre guillemets, pendant plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène et sur lequel, là, pour l'instant, c'est là-dessus qu'on va axer la prise en charge aussi et tous nos efforts avec lui. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, plus de 38 000 patients comme Lucas sont demandeurs chaque année d'une prise en charge pour addiction au cannabis. Malgré les dégâts commis par cette drogue, la majorité des médecins de l'unité d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse est pour la légalisation du cannabis, sauf évidemment pour les mineurs. Pour le chef du service, le professeur Benyamina, il y a même urgence à changer la loi. C'est une question de santé publique. On est sur du cannabis de très mauvaise qualité pour la santé des jeunes parce qu'il y a libre cours au marché noir. Hein, voilà. C'est ce qui s'est passé pendant la prohibition de l'alcool. Hein. C'était un alcool qui tuait, hein. C'était l'alcool prohibé. Alors si la légalisation, c'est retravailler un cadre juridique qui permette de protéger les jeunes, où on arrive à savoir ce qu'ils consomment, on arrive à mettre en place une politique de prévention, évidemment, je suis pour la légalisation. Forcément. Pour le professeur Benyamina, la légalisation du cannabis permettrait de protéger les jeunes. Les taxes pourraient financer de grandes campagnes de prévention. En Hollande, où le cannabis n'est plus un tabou, les jeunes sont moins nombreux que les Français à avoir goûté cette drogue. La légalisation pourrait aussi régler un autre problème, le manque de recherche scientifique sur le sujet en France. On est en retard. Le cadre juridique nous bloque. Par exemple, quand on fait des travaux sur le cannabis, il faut une demande pour avoir un échantillon. Souvent, ce sont des échantillons, ce sont des doses timorées. On n'a pas cette liberté de pouvoir faire les expérimentations que l'on veut. Voilà. Car pour les scientifiques, tout n'est pas mauvais dans le cannabis. Il a aussi des vertus médicales. À côté de ce qu'on appelle une drogue, le cannabis, il y a un pouvoir thérapeutique réel qui mériterait d'être expérimenté. On a des patients qui ne supportent plus de prendre autant de médicaments dans la journée et pour lesquels le cannabis pourrait être une alternative intéressante. En effet, dans le cannabis, il y a de nombreuses molécules qui intéressent la médecine. La plus connue, c'est le THC, la substance qui fait planer. Elle est volontiers utilisée pour lutter contre les effets secondaires d'une chimiothérapie. Dans la plante, on trouve aussi une autre molécule, le CBD, dit cannabidiol. C'est elle qui produit un effet relaxant. Le CBD est efficace pour soulager les effets de certaines pathologies comme la sclérose en plaques ou l'épilepsie. Dans la banlieue de Toulouse, le cannabis médical a justement bouleversé la vie de toute une famille. Prêt? Vous buvez un petit peu?
Aude et son mari ont choisi de soigner un de leurs enfants, Tadeo, avec du CBD. Aujourd'hui, il va mieux. Et bonhomme. Tadeo, 2 ans et demi, est atteint du syndrome de Dravet, une forme rare et très grave d'épilepsie. Des crises sévères peuvent se produire toutes les heures. À chaque fois, l'enfant reçoit une sorte d'électrochoc qui endommage son cerveau, comme le montrent ces images filmées par sa maman. Là, c'est la première très grosse crise de Tadeo à l'hôpital. Je suis paniquée, je sais pas ce qui arrive à mon petit bout. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le prend de l'intérieur et qui le secoue et on peut rien faire, c'est terrible. Vous voyez dans la vidéo qu'il essaye de rester là et puis à un moment il part. Donc c'est trop violent, il s'en va. Et vous savez jamais s'il va revenir. Lorsqu'il pose le diagnostic, les médecins informent Aude que Tadeo sera fortement handicapé, que cette maladie va entraîner chez lui un important retard dans son développement. Il ne fallait pas que j'ai trop d'espoir et qu'il fallait bien que je comprenne que c'était très sévère et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que même si on trouvait un traitement génétique, mon fils, son cerveau serait tellement abîmé que ça ne servirait pas à grand-chose. Aude refuse de se résigner. Elle veut croire qu'il existe un traitement. Tadeo va recevoir tous les médicaments traditionnels, sans succès. Il continue à avoir tous les jours ou tous les 3 jours des crises jusqu'à 25 par jour. Aude cherche alors des solutions alternatives et après de longues heures passées sur Internet, elle découvre sur les réseaux sociaux que d'autres parents, dans son cas, utilisent du cannabidiol. Le cannabis, la jeune femme n'y avait jamais touché. Pour moi, c'était ce qu'on appelle le shit. J'en ai jamais fumé de ma vie, mais j'étais dans l'idée, il fallait que je trouve une solution pour Tadeo, et c'était la dernière qui restait. En France, le CBD n'est pas commercialisé. Alors Aude passe commande aux États-Unis, là où la molécule est en vente libre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est donc le CBD que prend Tadeo. Aude donne à son fils de l'huile de CBD 10 fois par jour. Quant aux anti-épileptiques classiques, son enfant n'en prend plus qu'un seul et en faible quantité. Allez, bonhomme. Après, ce serait bien que tu te reposes. Sous la langue. Voilà, super. J'ai pas eu de doute. Pour une chose qui est très simple, c'est que je l'ai essayé sur moi d'abord. Ah ouais? Voilà, oui, bien sûr. Un petit quoi? Eh ben, ou rien, j'ai bien dormi ce jour-là, c'est tout. Et alors que je n'aurais jamais essayé d'un de ces médicaments antiépileptiques. On va manger? Cela fait un peu plus d'1 an que Tadeo a commencé son traitement. Petit à petit, ses crises d'épilepsie se sont espacées jusqu'à pratiquement disparaître. L'enfant semble aujourd'hui moins souffrir et montre envers ses parents de plus en plus d'affection. Il faisait pas de câlin avant? Non. Il mordait, il pinçait, il pouvait pas en fait câliner. Ouais. Il mordait, pinçait, il était toujours super excité. Ouais. Ça a bien changé. Tu vas où? Tu t'en vas? Bye! Hey! Autre amélioration notable, il y a encore quelques mois, Tadeo devait porter quotidiennement un corset pour se tenir droit. Cet après-midi, il réserve une belle surprise à sa maman. Tu voulais pas te faire peur, c'était super! Mais tu te rends là! Ah, mon champion! Bravo! C'est super! Il vient de marcher, c'est la première fois que je fais autant de pas. Normalement, il en fait jamais plus de 2. Est-ce que je suis fière de toi? Oui, je suis très fière de toi. Oui. Tadeo a 2 ans et demi. Il a environ 1 an de retard sur l'apprentissage de la marche. Pas trop de gym ce matin, t'as raison. Pour Aude, le CBD a radicalement changé la vie de son fils. La jeune femme ne supporte plus ce blocage des autorités sur l'usage thérapeutique de la molécule. Je crois que c'est le cannabis qui est un tabou et donc ça rejaillit sur le cannabis médical. Et c'est une erreur fondamentale parce que c'est un médicament comme un autre. Ça pourrait sauver des vies et je trouve ça criminel que ce soit pas disponible.
La neuropédiatre qui suit le petit Tadeo n'encourage pas l'utilisation d'huile de CBD, mais elle vient de participer à une étude médicale qui validerait les bons résultats de la molécule sur les enfants atteints d'une forme sévère d'épilepsie. Il faut juste se rappeler que plus que la moitié de nos médicaments sont à base de plantes. Donc il serait vraiment dommage qu'une plante, parce qu'elle a une utilisation autre, qu'elle soit restreinte dans les essais thérapeutiques et dans l'usage thérapeutique. Les bienfaits médicaux du cannabis, c'est précisément ce qui a été mis en avant par les pro-légalisations aux États-Unis pour faire changer la loi. Et la stratégie a fonctionné. 28 États américains ont d'abord autorisé le cannabis thérapeutique. Puis au fil du temps, les lobbies du cannabis ont grignoté du terrain. Ils ont obtenu la légalisation à but récréatif dans 8 États. Le Colorado a été un des premiers à sauter le pas. En 2000, l'État légalise le cannabis médical et il y a 3 ans, il est passé à l'usage récréatif. Dans les boutiques de Denver, la capitale, on peut acheter de quoi se rouler un joint. Et au comptoir d'à côté, se soigner avec le cannabis. Un curieux mélange des genres. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que vous auriez pour le décalage horaire? Ça, c'est ce qu'on a de mieux pour dormir. Mais malheureusement, je ne peux rien vous vendre. Ah d'accord, je dois avoir une ordonnance. C'est moins cher, le cannabis médical? Oui, tout à fait. Les taxes sont de 10% pour le médical, contre 26% pour le reste. Au Colorado, l'or vert coule à flot. En 2016, 150 millions de dollars de taxes ont rempli les caisses de cet État d'à peine 5 millions d'habitants. Les ventes légales du cannabis ont dépassé quant à elles le $1 milliard l'an dernier. Avec cette manne providentielle, le Colorado finance des écoles, mais aussi des campagnes de prévention contre la drogue. Installer sa télé après avoir fumé du cannabis, c'est autorisé. Mais prendre sa voiture pour aller en acheter une nouvelle est interdit. Je veux savoir si, au-delà de ces chiffres impressionnants, la légalisation du cannabis n'a eu que des effets positifs. Pour Tim Cullen, pas de doute, la drogue a créé des emplois. 90 rien que dans sa société qui est l'un des leaders du secteur. Bienvenue chez nous dans le Colorado. Le cannabis a fait sa fortune. Sa société réalise 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Enchanté. Je suis là parce que je voulais rencontrer le mania du cannabis. Oui, il a fallu bosser dur pour mériter cette réputation. On m'a dit que vous aviez un drôle de parcours, vous étiez professeur de biologie, puis vous êtes devenu le pape de l'industrie du cannabis au Colorado. Exactement. Ici, les règles de la légalisation sont strictes. Il faut être majeur, avoir 21 ans pour acheter de l'herbe, et il est interdit de fumer dans un lieu public. Pour protéger les mineurs, ce qui se passe dans les boutiques doit se faire à l'abri des regards. Les vitres sont opacifiées. Ce qui a fait la richesse de Tim Cullen, ce n'est pas que la fleur. Il a su adapter le cannabis à un nouveau mode de consommation très en vogue, la cigarette électronique. Mais ici, le liquide à vapoter, c'est de l'huile de cannabis. Voilà. Dedans, vous avez de l'huile de cannabis. Vous mettez la cartouche, comme ça, vous vissez. Et vous n'avez plus qu'à vapoter l'huile de cannabis. C'est très simple. Et c'est quoi le taux de THC là-dedans? C'est écrit sur le paquet, c'est obligatoire. Regardez au dos. 34% de THC pour celui-là. 34%, c'est très fort. Ah oui, 34%, c'est fort. Très fort. Au Colorado, il n'y a pas de limite pour la substance psychoactive, le THC. Et de l'huile de cannabis concentrée, Tim en met partout. Vous pourriez me montrer vos produits comestibles au cannabis? Oui, bien sûr. Du cannabis, ici, il y en a partout. Truffes, bonbons à la menthe, fruits confits, chewing-gum. Mais attention avec ces aliments, la gourmandise peut devenir un très vilain défaut.
Cette tablette de chocolat contient 100 mg de THC, 10 mg par carré. Mais c'est un problème pour l'État du Colorado parce que ceux qui ne savent pas sont tentés de manger toute la tablette. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Un carré suffit largement. Mais les conseils ne suffisent pas à éloigner les plus jeunes consommateurs. Alors l'État impose pour ces produits consommables des packagings difficiles à ouvrir. Il y a une sécurité enfant. Oui, ce n'est pas comme un emballage classique facile à ouvrir. Vous devez d'abord enlever ce premier verrou, et puis il y a un deuxième zip de sécurité. Bien sûr, tout est refermable hermétiquement. La société de Tim Cullen fabrique le cannabis qu'elle vend ensuite dans ses propres boutiques. J'ai rendez-vous à la ferme où sont cultivés les plants. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez pas l'extérieur. C'est Ralph Morgan, l'associé de Tim Cullen, qui s'occupe de la production. Dans ces serres, il y en a pour des millions de dollars. Sur 1000 mètres carrés, plus de 8000 plantes qui produisent 320 kilos d'herbes par mois. Une culture certes légale, mais très encadrée comme pour les boutiques. Pas de pesticides, filtrage et recyclage de l'eau et de l'air, et puis des employés formés et certifiés par l'État. Les autres secteurs agricoles n'ont pas toutes ces contraintes. Non, pas autant. C'est sûr, ils ont inventé un niveau d'exigence supérieur, rien que pour nous. Et pourquoi on en est là? La peur de l'inconnu. C'est de la marijuana et ça peut être dangereux. Donc il faut s'assurer que tout est fait pour protéger la santé des consommateurs. Dans la pièce d'à côté, il se dégage une forte odeur de cannabis. Vous sentez? Oui, ça sent bien. C'est la dernière étape, la floraison. Ces bourgeons sont boostés par le soleil artificiel des lampes à sodium. Ici, vous renforcez l'effet psychotrope de la plante. C'est ça. Et après? On enlève les feuilles autour de la fleur pour la vendre. Sinon, on la broie pour en extraire de l'huile de cannabis dans notre laboratoire. Ah d'accord. Grâce à des procédés chimiques de pointe, la société obtient une huile concentrée à 90% de THC. C'est ce produit qu'elle utilise pour les cigarettes électroniques ou encore les tablettes de chocolat. Cette huile leur fait gagner beaucoup d'argent, même si l'État ponctionne 70% de taxes sur les bénéfices. Du coup, le prix de vente est élevé. J'imagine que sur le marché noir, les prix sont plus bas. Oui, exactement. Donc c'est toujours intéressant pour le consommateur d'acheter au dealer. C'est moins cher, effectivement. C'est pour ça qu'il est indispensable que les leaders de notre industrie et les politiques s'accordent. Parce que si vous taxez trop, vous encouragez le trafic. Ralph Morgan pense que son secteur industriel subit trop de contraintes. Selon lui, il faudrait libéraliser encore plus le marché du cannabis si l'on veut éliminer complètement la contrebande. Ce qui permettrait d'ailleurs à son entreprise de se développer davantage. Je me demande si cette légalisation a vraiment fait reculer le trafic de stupéfiants. Le plus simple est de poser la question au chef de la police de Denver. Pensez-vous que le modèle adopté par le Colorado est dans le fond une expérience positive? Vous savez, la raison pour laquelle j'accepte ce genre d'interview, c'est pour expliquer les erreurs que nous avons pu faire et les conclusions que nous pouvons en tirer. Moi, je dis, faites mieux chez vous, dans votre pays. Si vous voulez légaliser, s'il vous plaît, regardez ce que nous avons fait et apprenez de nous. Une des conséquences de la légalisation que les autorités n'avaient pas anticipée, c'est la reconversion des dealers, mais pas dans le cannabis légal. Des criminels restent des criminels. Les réseaux sont passés de la marijuana à l'héroïne. C'est ce qu'on a pu constater. Mais les délits liés au cannabis ont-ils baissé? Nous avons fait plusieurs études depuis 2012 sur la criminalité et surtout la délinquance liée au cannabis.
Et en gros, ces délits représentent moins de 1% de tous les crimes, ici à Denver. Cependant, nous avons toujours pas mal de problèmes. Un type de délit qui a explosé, c'est le nombre de cambriolages dans l'industrie du cannabis. Les voleurs ciblent l'argent, mais aussi le produit. La marijuana, l'or vert. Du coup, les boutiques ont engagé des vigiles d'un nouveau genre. Des vétérans de l'armée américaine. Je me rends au cœur des montagnes du Colorado. J'ai rendez-vous avec une de ces compagnies de sécurité sur un stand de tir, en pleine nature. Ces anciens militaires sont encadrés par deux vétérans, Chris et Glenn. Vous avez combattu où? Je suis allé 4 fois en Irak et 2 fois en Afghanistan, mais aussi en Turquie, Géorgie. Quand on vient d'une structure comme l'armée, retourner dans le civil sans qualification, c'est vraiment dur. Je suis resté 8 mois sans travail, à me tourner les pouces. Ces militaires à la retraite ont trouvé dans cette activité l'occasion d'exploiter leur expérience. Ils font parfois face à des voleurs lourdement armés. Et vos gars, ça leur arrive de devoir sortir leurs armes? En juin dernier, un garde qui s'appelait Travis Mason, un ancien marine qui travaillait pour moi, a été tué sur son lieu de travail. Je ne veux pas avoir à annoncer la mort d'un de mes hommes à sa mère. Bon tir, mais fais gaffe à ton dos. Mets tes bras à 90 degrés. L'industrie du cannabis a fourni l'opportunité d'une reconversion miraculeuse pour ces anciens militaires. La société de sécurité de Chris et Glenn emploie déjà près d'une centaine de vétérans. Elle compte ouvrir une autre agence en Californie, un État qui vient de légaliser le cannabis. Donc j'imagine que vous êtes pour la légalisation. Oui, monsieur. Ça a dopé notre économie au Colorado, créé plein d'emplois et pas uniquement dans la sécurité ou l'industrie du cannabis, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs. La vidéosurveillance, les lampes pour les serres, le bâtiment, l'eau. La légalisation a visiblement eu des résultats positifs sur l'économie du Colorado. Mais a-t-elle fait diminuer la consommation, notamment chez les plus jeunes? À l'hôpital central de Denver, on surveille de près les statistiques. Y a-t-il clairement une augmentation de la consommation chez les jeunes ici au Colorado? En fait, chez les moins de 18 ans, c'est plutôt stable depuis la légalisation. Par contre, il y a une augmentation pour les autres classes d'âge. Pour les adultes, c'est clair, la consommation s'est développée. Et quelles sont les conséquences du coup pour votre service des urgences? Y a-t-il plus de cas qui se présentent? Le nombre de patients qui se présentent pour une intoxication passagère représente vraiment la minorité de nos consultations. En fait, les cas les plus fréquents sont des très gros consommateurs réguliers qui présentent un syndrome dit cannabinoïde. C'est un syndrome qui touche des patients qui consomment plusieurs fois par jour. Ces patients arrivent avec des douleurs abdominales, ils présentent des vomissements répétitifs, sans pouvoir les contrôler. La plupart des cas qui se présentent aux urgences concernent donc des adultes qui sont dans une consommation abusive. Mais qu'en est-il des enfants qui ingurgiteraient accidentellement du cannabis, notamment du chocolat ou des bonbons à la marijuana? On a eu, je crois, 13 cas d'enfants aux urgences pédiatriques qui ont accidentellement consommé du cannabis. Mais ça, c'est sur 3 ans. Et ce sont seulement 13 cas. Mais c'est sûr, avant la légalisation, on n'en avait aucun. C'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, on ne posait pas la question de l'ingestion de cannabis, ou parce que les parents, du coup, ne l'avouaient pas. De nouvelles pathologies liées à la forte consommation de cannabis chez les adultes, une délinquance qui se reconvertit dans des drogues plus dures. Et si le seul vrai point positif de la légalisation au Colorado était l'argent et les taxes générés par ce nouveau business? Je décide d'interviewer Dan Riffel, qui travaille au Congrès américain à Washington. Hello, Dan. Hello.
How are you? Pendant des années, Dan Riffel a milité dans un des plus grands lobbies américains pro-cannabis. Mais il a fini par claquer la porte. Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi avez-vous changé de point de vue? Non, je n'ai pas changé d'avis. La légalisation est une bonne chose, mais ce choix favorise beaucoup trop la création d'une énorme industrie. C'est une poule aux œufs d'or qui a pour objectif d'augmenter la consommation de cannabis, alors que le but devrait être de la réduire. Pensez-vous que le cannabis médical a été utilisé comme cheval de Troie par les lobbies? On sait que le cannabis a des vertus médicales. C'est vrai. Le fait de l'avoir rendu légal pour des raisons thérapeutiques a ouvert la voie aux récréatifs. C'est clair. Le cannabis thérapeutique, comme première étape vers une légalisation totale, est une tactique qui a fonctionné aux États-Unis. Et vous allez découvrir qu'en Europe, les lobbyistes prennent exactement le même chemin. Direction la Hollande, Amsterdam, le paradis de l'herbe. Ici, consommer du cannabis est toléré. Les boutiques qui en vendent se comptent par dizaines. Je pars à la rencontre d'un mastodonte du secteur, le groupe Sensi Seeds. Créé en 1985, il possède de nombreux points de vente et propose aussi ses produits sur Internet. Sa spécialité, les graines de cannabis. Logiquement, ce géant milite pour qu'un maximum de pays autorisent le cannabis. Et comme aux États-Unis, il a choisi d'axer sa communication sur l'aspect médical. Pour cela, Sensi Seeds a créé un musée. Et son responsable de la communication est français. Il s'appelle David Duclos. Bonjour David. Bonjour Bernard, bienvenue. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Alors, on est dans un drôle de musée là, à Amsterdam. Vous êtes dans le Hash Marijuana and Hemp Museum à Amsterdam. On essaye en fait de fournir un lieu d'éducation pour le plus de gens possible en fait. Le groupe cherche avec son musée à anoblir cette plante qui, selon la société, n'est pas considérée à sa juste valeur. Chaque année, 100 000 touristes viennent ici. Et voici ce qu'on leur vend dès l'entrée. Juste à côté du mythique Bob Marley, grand fumeur de joint devant l'Éternel, la première salle est entièrement dédiée à l'histoire du cannabis thérapeutique. On sait déjà qu'il y a plus de, on va dire, 3 000 à 4 000 ans, le cannabis était déjà utilisé en tant que médecine. En Chine, par exemple, c'est un des premiers textes médicaux écrits par Shen Nung qui mentionne le cannabis pour des applications thérapeutiques. Le cannabis est consommé aux 4 coins du globe depuis des millénaires, pour ses vertus thérapeutiques mais aussi mystiques. On a de fortes chances de croire que l'utilisation du chanvre, et plus particulièrement de l'huile de chanvre, était liée au processus du baptême. Et donc ça, c'est par rapport au texte hébreu qui, en faisant mention de cette substance, parle de cannabosom, qui pourrait être interprété comme le cannabis aussi. Donc c'est aussi vieux que l'alcool, finalement, dans l'histoire des civilisations. C'est tout autant, tout autant. Je pense qu'on est à 10 000 ans, 15 000 ans. Très bien, et cette partie-là? Donc cette partie-là... Plus franco-français? Absolument. La découverte du hashish qui aurait eu lieu pendant l'invasion de Napoléon lorsqu'il s'est attaqué à l'Égypte. Mais David n'oublie pas les médecins, bien sûr. Les soldats, mais aussi les médecins qui étaient avec lui, ont découvert la culture du hashish. Et c'est à travers cette expédition-là que le hashish a été réintégré en France. Donc ça, c'est l'origine même de la culture du hashish en France. Mais ce que David ne dit pas, c'est la suite de l'histoire. Napoléon a en fait très vite interdit le hashish à ses soldats par ordonnance militaire le 9 octobre 1800. Un petit oubli car ce musée est d'abord un outil pour réhabiliter le cannabis. Alors c'est une vitrine pour défendre ce pourquoi vous vous battez, c'est-à-dire la dépénalisation, voire la légalisation du cannabis. Exact. Le chanvre faisait partie de notre vie de tous les jours pendant des millénaires. Et nous, on pense que ça peut aussi faire partie de notre vie de tous les jours aujourd'hui. Personnellement, moi, j'en utilise quand je prépare mes salades. Une petite huile de chanvre qui va avec, c'est parfait. Oui, en fait, ici, il y a pas mal de coffee shops quand même. Oui, il y en a pas mal quand même dans le coin. Et à la sortie, les visiteurs peuvent acheter les produits de la marque dans des boutiques dédiées. Huile de cannabis, aliments et même shampoing à base de marijuana, vêtements en chanvre, mais surtout le produit phare, les graines. Ça, ce sont des graines de cannabis, hein, c'est ça? Absolument. Et une boîte de ce genre, ça vaut quoi?
Celle-ci, si je ne m'abuse, attendez voir. Northern Lights 5 Haze, le paquet de 5, il est à 101 €. 101 €. Ah oui, d'accord. Par rapport à celui-là qui est beaucoup moins cher, non? Celui-ci était à 29. Ah oui. Donc j'achète ces 10 graines, je vais pousser 10 plants de cannabis? Si c'est légal pour vous de le faire, vous pouvez absolument le faire. Ces graines de cannabis, il est en fait interdit de les planter en France, car à maturité, les fleurs deviendraient de la drogue. Malgré cela, les Français restent de bons clients de Sensi Seeds. La plupart de nos commandes sont faites en ligne. Vous allez avoir l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Angleterre, qui en général sont les marchés les plus porteurs en Europe. Et nous avons à peu près 1 million de visiteurs par mois sur notre site. Et je pense qu'à l'année, on est entre 6 et 700 000 paquets de commandés. Le marché est déjà porteur tel qu'il est, donc imaginez ce que ça pourrait donner à partir du moment où ça s'ouvre. On estime qu'aujourd'hui en France, 80 000 personnes font pousser du cannabis illégalement. Je comprends mieux alors pourquoi Sensi Seeds est pour la légalisation dans notre pays et partout dans le monde. Justement, cet après-midi, le directeur de la communication, David Duclos, reçoit 2 lobbyistes français. Bien. Bien. Salut Olivier, bienvenue. Olivier à gauche est médecin généraliste. Florent à droite est informaticien. Ils sont tous les deux à la recherche d'argent pour financer des actions pro-cannabis. Florent et Olivier veulent tourner en France un documentaire diffusé sur Internet qui insistera sur les qualités médicales du cannabis. Il y a le projet de DocWeb, où là, on veut interviewer à la fois des patients et, si possible, leurs médecins. D'accord. Et que le médecin a pu objectiver effectivement une amélioration de la santé ou du confort de vie. Et donc, on voudrait faire une dizaine de pastilles web de 5 minutes, une pastille par pathologie, où on a un petit peu l'histoire du patient et le témoignage des médecins. Et bien sûr, les 2 lobbyistes souhaitent aussi changer l'image souvent négative du fumeur de joint. Alors, on a un projet qui s'appelle donc Enjoy Responsibly, donc consommation responsable, pour vraiment impacter en France le fait qu'il est possible de consommer le cannabis autrement et de consommer le cannabis mieux. La modération, l'usage sans tabac et la vaporisation à la place de la combustion. Ça, c'est les 3 grands piliers de la réduction des risques. Donc c'est une campagne de communication, en fait, tout simplement. C'est important de changer votre image, d'avoir une image Oui, c'est primordial si on veut pouvoir s'adresser au maximum de personnes. Et convaincre. Il faut que tous les citoyens, consommateurs ou non, prennent conscience que la politique actuelle est extrêmement dommageable pour tous. Pour financer leurs actions, les 2 militants ont besoin de 50 000 €, soit le double de leur budget actuel. Le problème, c'est que David est pour l'instant à sec. On est en début d'année, donc c'est un peu tardif. Pour moi, les budgets pour 2017 sont plus ou moins alloués, donc il faut que je vois ce que j'ai, comment les supporter, mais surtout rester en contact avec eux pour voir comment l'association va se structurer, voir surtout ce qui est réaliste aussi pour que l'impact soit le plus effectif en France, on va dire. Les 2 activistes repartent satisfaits. Bon courage avec tous les meetings. Merci. À bientôt. Avec la promesse de recevoir un chèque dans les mois prochains. Le lendemain, la société accepte de m'ouvrir exceptionnellement les portes de son centre de recherche et développement. C'est là-bas, à 2 heures de route d'Amsterdam, qu'ils mettent au point ces fameuses graines de cannabis que les militants français aimeraient un jour pouvoir planter librement. Ce sont les fils du fondateur de la société, Ravi et Che, qui m'accueillent. Ah oui. C'est donc votre collection. Impressionnant. Vous avez plus de 500 pieds différents dans cette pièce. Sans m'avancer, je peux affirmer que vous avez sous vos yeux une des plus grandes collections de variétés au monde. Sous ces lampes à sodium, les employés croisent les différentes variétés. Leur but, fabriquer des plantes aux principes actifs plus ou moins puissants. Le THC est donc contenu dans la fleur. Oui. Et pour augmenter l'effet, vous faites comment? Il faut faire de la sélection et de la reproduction, et puis on joue avec tout ça. Pour vérifier que les taux de THC ou de CBD attendus sont bien là, Sensi Seeds a mis au point sa propre technique.
Ici, c'est notre laboratoire. Je vous présente Aubry. Il vient de France. C'est notre biochimiste. Ça va? Vous êtes là depuis combien de temps? Moi, je suis là depuis 6 mois. Je suis ingénieur recherche et développement pour CNC Seeds. Après avoir broyé les échantillons de plantes, Aubry en extrait les principes actifs dans ces petits flacons. Donc là, c'est l'échantillon. Voilà, cet échantillon, après, on va l'insérer dans le chromatographe. Le chromatographe va nous retourner. Machine. Voilà. Et cette machine va nous retourner la concentration en soi de THC, CBD, ce qu'on veut. Ça permet de créer en soi une carte d'identité, proprement parlé, de la plante. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à développer, si c'est moins bien ou si c'est plus intéressant par rapport aux idées de notre direction, quel choix est-ce qu'on veut prendre. Alors le choix, c'est quoi? Le choix, c'est insister sur les vertus thérapeutiques ou sur les vertus hallucinogènes? Non, mais je m'occupe uniquement de l'analyse et j'analyse juste ça. Le jeune laborantin ne veut pas prendre le risque de s'exprimer sur la stratégie de ses patrons. Depuis le début de cette visite, on me parle de science, de médical, mais presque jamais des effets psychotropes de cette plante. Les acheteurs de graines, de France ou d'ailleurs, sont-ils devenus si infréquentables? Qu'essayez-vous de promouvoir? Les propriétés médicinales du cannabis ou son aspect récréatif? En tant qu'industrie, nous aimons la plante dans son intégralité. Les propriétés médicales ne sont qu'un aspect. En Europe, en Asie, en Australie, des politiques de légalisation sont en train de voir le jour. Alors oui, je dirais que le futur pour nous est plutôt radieux. Parce qu'il n'y a rien de mal dans cette plante. Elle est même fantastique. Le patron esquive, lui aussi habilement, la question du cannabis récréatif. Comme les militants, il préfère évoquer le côté plus noble de la plante, son avenir thérapeutique. Toujours cette fameuse stratégie américaine, adaptée à la sauce européenne. Retour en France. À Paris, à la veille de l'élection présidentielle, deux jeunes lobbyistes pro-légalisation, Quentin Sauzet et Benjamin Jeanroy, ont décidé de frapper fort. Ils demandent aux candidats un débat national sur la question. On a comme objectif très clair de forcer tous les candidats ou leurs représentants à se positionner par rapport à cette démarche. Ces deux anciens élèves de Sciences Po viennent de publier dans le journal Le Monde une tribune pro-légalisation signée par 145 personnalités, dont deux anciens ministres de la Santé, Roselyne Bachelot et Bernard Kouchner, ainsi qu'une ex-ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu. Donc on commence à avoir évidemment des réactions sur Twitter, des gens qui nous encouragent, des gens qui ont envie de participer. Aujourd'hui, ils se sont invités à une conférence sur les drogues organisée par le Centre national des arts et métiers, où s'expriment tous les représentants des candidats. Deux absents cependant, ceux de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Marc Borrello parle, lui, pour Emmanuel Macron. Cette politique répressive a échoué. Il faut passer à un autre dispositif. Benjamin et Quentin ont le sourire. Emmanuel Macron est pour l'ouverture d'un débat. Avec la représentante de Jean-Luc Mélenchon, c'est du tout cuit. Elle est pour la légalisation, tout comme Catherine Lemorton qui s'exprime au nom de Benoît Hamon. Le cannabis aujourd'hui, il faut bouger. Il faut bouger, il faut plus de posture politique. Je le dis honnêtement, il faut faire de la santé publique. Il faut non pas dépénaliser, mais il faut légaliser le cannabis. Celle que Quentin veut convaincre, c'est la représentante de François Fillon. Son candidat s'est déclaré fermement opposé à la légalisation du cannabis. Bonjour Madame la Sénatrice. On a publié une tribune hier qui est parue dans Le Monde et on aimerait beaucoup savoir quelle est la position de votre candidat face à cette initiative, à cette tribune. Est-ce qu'il apporte son soutien à une telle entreprise, à une telle procédure de faire des assises nationales pour parvenir à une nouvelle feuille de route en matière de politique publique des drogues? Je vous remercie. Je n'ai pas pu échanger avec lui sur la tribune d'hier soir, mais à titre personnel, moi j'y suis favorable. On ne peut pas non plus fermer les écoutilles complètement et se dire on détient la vérité, il n'y a pas de dialogue. Surprise! La sénatrice laisse une porte ouverte à de futures discussions. Quentin et Benjamin sont satisfaits, même s'ils ont conscience que le chemin sera long. Il y a encore du travail à faire, mais ce qui est intéressant, c'est que le bloc, en tout cas prohibitionniste, s'est fracturé. Maintenant, il va falloir maintenir la pression sur les candidats, intéresser l'opinion publique à ces questions et faire comprendre que c'est la responsabilité de tous de s'engager sur cette question. Selon un sondage d'octobre 2016,
84% des Français considèrent que la législation actuelle sur le cannabis est inefficace. La France, qui est un des pays qui possède les lois les plus répressives en matière de lutte contre le trafic de cannabis, est aujourd'hui un champion en matière de consommation et de trafic. Alors pour certains, c'est parce que la guerre est perdue, pour d'autres, parce que la guerre n'a jamais été vraiment déclarée. Quoi qu'il en soit, il faudra, dans les mois ou dans les années à venir, sortir de ce statu quo et ouvrir un vrai débat national sur le sujet. Voilà, c'est la fin de ce dossier tabou. Merci de l'avoir suivi. Rédaction en chef Arnaud Delemel et Jean-Marie Tricot. Réalisation Glenn Livonnet. Production Mathias Catala et Marine Ben Ali. Bonne soirée sur M6.